tu tournais une scène avec lui, si t'avais le malheur d'être obligé de la refaire, tu savais qu'il changeait sa joke, puis tu le savais que plus ça allait, plus sa joke faisait mal. Quand vous êtes là à la télé, ça me donne un peu de répit, puis ça permet à mon fils d'oublier que bientôt je vais mourir. Je prends le téléphone, c'est Christian Bégin qui me dit hey, « Fais-toi-en pas, Dom, on est en train de te faire un rôle, là. OK. Ça va être vraiment trash. » Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Anecdote de tournage. Mon nom est PY Dubois et je serai votre animateur. Mon invité cette semaine a participé à la naissance de VRAC TV. Vous l'avez sûrement connu sous le nom de FX. Cette semaine, je reçois Jean-Dominique Leduc. Salut Jean-Dominique, comment ça va? Salut, ça va? Merci de me recevoir. Ben, merci d'être là. Tu viens de loin, je pense même. On vient tous de loin, je pense. Un peu, ouais. Mais oui, oui. J'habite maintenant Matane. Donc, j'ai accepté ton invitation. J'ai sauté dans mon véhicule et me voici maintenant. T'es venu que pour nous, je pense, hein? Quelque chose de même. Ça, tu m'as dit. Oui, bien sûr. Juste pour vous. Oui. T'es un bon menteur, t'es un bon menteur. Mais vraiment, c'est vraiment cool de te recevoir parce que, tu sais, moi, ça fait longtemps là, que je te connais sans que tu nous connais, que tu me connaisses. Fait que je pense un peu ça, la relation avec beaucoup de gens au Québec. Quand tu es devant la caméra, c'est un peu ça. Toi, dans le fond, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi tu fais dans ce milieu-là des tournages en tant que tel? Bon, alors moi, j'ai une formation professionnelle comme acteur. Diplômé de l'École de théâtre de Saint-Hyacinthe en 2000. Et à ma sortie de l'école, alors que mes professeurs me disaient « Tu feras jamais de télévision, t'es beaucoup trop flyé, tu vas faire du théâtre expérimental », j'ai fini avec un premier rôle dans Virginie et j'ai, comme tu as dit en introduction, j'ai fait partie des 5 acteurs qui ont lancé la chaîne VRAC avec l'émission Réalité. Ouais. Cool. Puis, tu sais, là, tu parles de Virginie et tout, mais la première fois que tu as eu une expérience devant la caméra, ça ressemblait à quoi? Eh mon Dieu, que c'était pas beau à voir. Ah non! C'est souvent le cas, hein? C'est rarement très... Ouais. Ben écoute, j'avais les cheveux ici. Je devais peser 120 livres. Ouais. En fait, avec mon cousin Mathieu Leduc à Valleyfield, on a... je me souviens, ça fait trop longtemps, je me souviens plus comment on est arrivé là, mais on est débarqué à la télé communautaire. Puis on s'est dit, hey, au début, on faisait un sketch dans une émission qui était animée par Ève. Je me souviens pas de son nom de famille, la belle Ève. Et puis, de semaine en semaine, nos sketchs prenaient de plus en plus de place. Puis finalement, on a fini avec notre propre show. Pour vrai? OK. Et c'était 2 gars de 15-16 ans là, qui se trouvaient drôles, qui faisaient des mauvais coups. Ceci dit, il y a une bonne joke dans tout ce qu'on a. En fait, il y en a 2. En 5 ans, genre? Non, en 1 an. OK, pas pire. Ouais. Une blague qui me fait encore rire quand j'y pense. Mais dès le départ, ce qui était formidable, c'est que pour moi, ça a été un laboratoire de jeu. Hein? On faisait de l'impro en plus, mais là, de faire ça à la télé, c'était pas comme l'impro, c'était un autre cadre. Vous aviez carte blanche, c'est quoi? Ils savaient même pas ce qu'on faisait. On rentrait en fin de semaine, on pognait les caméras, on allait faire des niaiseries, on montait ça. Puis à l'époque, c'était même pas sur ordinateur, là, c'était vraiment du montage bobine. Là. OK. Ouais. Puis là, ils mettaient ça en ondes. Puis là, un moment donné, le boss, il voyait nos niaiseries. Puis il faisait « Hey là, les gars, t'es trop tard. C'était tourné il y a 2 semaines. » Et notre émission fonctionnait. C'était écouté. D'ailleurs, mon premier autographe, je l'ai signé à 16 ans. OK. Avec mon cousin. Puis comment tu savais que c'était écouté? Le monde, tu voyais. Les gens voyais nous dans la en rue? parlaient. Ouais, c'était vraiment, vraiment particulier. OK. Puis, tu sais, on avait créé un groupe de musique qui s'appelait 3 briques dans un coffre à gants. Puis là, on a fait des espèces de vidéoclips poches. Puis finalement, on a fini par aller faire ça dans des cabarets, dans des bars par la suite. Donc, tout ça, moi, en fait, mon premier rapport à la télévision, c'en était un de liberté totale, de déconnade, puis d'expérimentation, puis essayons des choses. Puis tu sais, VRAC, c'était beaucoup ça aussi. Ben, c'est ça, j'allais dire. Ouais. As-tu l'impression que cette époque-là, début 2000, grosso modo, il y avait cette liberté-là ou cette flexibilité-là au niveau de la création télévisuelle ou... Bon, il faut savoir Ou que... le manque de budget. en fait,
c'est jamais un problème de budget, parce que de toute façon, des budgets en télé-jeunesse, il n'y en a pas. C'est OK? ça. Fait que ça, on règle ça tout de suite. Mais c'est plus une volonté, soit du diffuseur, soit du producteur, de vouloir peut-être pousser un peu plus. Mm. Et au point de départ, l'émission réalité qu'on faisait, nous, le pitch qu'on nous avait dit aux acteurs, c'est cette émission-là sera irrévérencieuse. OK. Ça n'a pas duré très longtemps, l'irrévérence. Parce qu'au point de départ, tu sais, Mais tu sais, avant ouais. de rentrer là-dedans, ben, comment que tu as fait partie de cette gang-là, dans Eh, le fond, là, tu sais, parce qu'il y avait des auditions, j'imagine, parce que là, avant, pour mettre en situation, en contexte, avant, c'était Canal Famille. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'ils ont voulu changer de branding, tout en restant dans un canal jeunesse, Ouais, là. ouais. Toi, comment t'as été approché ou comment t'as embarqué dans cette... Parce que clairement, c'est vous autres qui a parti le poste de télé, là. Ouais. Ben, en fait, nous, on remplaçait Radio Enfer, OK. ce qui était une tâche impossible. C'est ça, là. Et il y a eu des auditions, et ils ont fait auditionner, je te dirais, les finissants des 4 dernières années, là, de, mettons, 96 à 2000. Théâtre, Donc, là. oui, des écoles de théâtre. OK. Juste pour vous donner une idée, là, on était à peu près... Écoute, je pense qu'on était pas loin de 200 acteurs-actrices à auditionner. Quand même. Il existait 4 rôles au point de départ. OK. Et là, moi, j'arrive à l'audition, il y avait, de l'École nationale, il y avait Pat Yvon, il y avait Marc Saint-Martin, qui sont 2 machines, là. C'est des acteurs incroyables. Moi, je suis arrivé là, je me suis dit, mais je suis mort. Mais bon, tu sais, je suis jeune acteur, c'est un gros contrat, tout le monde parlait de ça dans le milieu. Mon agent me dit, faut que tu ailles faire ça. Qu'est-ce qu'il disait dans le milieu? Il y Ben, a il quelque disait chose de gros qui s'en oui, vient. c'était quelque chose de gros. Puis, OK. tu sais, pour l'anecdote, Voilà. une fois que j'ai passé l'audition, on rétro-pédalera après, mais la veille de recevoir nos réponses, on participait à un show au Lion d'Or. On avait 20 heures pour monter un show de 20 minutes. Ça s'appelait La Langue à terre. Et ce soir-là, le dimanche soir, il y a Claude, Claude Legault qui est assis dans la salle avec Stéphane Crête. Puis là, moi, je suis dans un numéro où on fait... J'étais avec Pat Yvon là-dessus. OK. Et le concept, c'est on est dans une émission de télé-réalité et Pat Yvon fait un nain sur des échasses. Fait qu'il y a du papier d'aluminium sur les jambes, puis avec des assiettes. Puis moi, je jouais un pédophile dans la mascotte de la ronde qu'on était allé chercher la nuit à la ronde. Et j'avais une phrase dans le 20 minutes, OK? Et ma phrase, c'était vraiment terrible. Je veux pas dire ce que je disais, mais c'était vraiment terrible. Et le Lion d'Or riait beaucoup. Puis après le show, Claude Legault vient me voir, puis il me dit, là, man, si jamais t'as le rôle à vrac, tu pourras plus faire ça. Il savait que tu avais auditionné. Ouais, et ben, tout, OK. les gens le savaient, tu sais. OK. Parce que là, bon, lui, avec Crête, dans une galaxie près de chez vous Ben aussi, ouais, les gars, t'es au courant, tu sais. Puis, ben, le lendemain, j'ai reçu l'appel. Ah! Puis la première chose à laquelle j'ai pensé, j'étais content. Je me suis dit, bon, ben, je vais gagner ma vie au lieu d'aller travailler dans un bar ou un restaurant. Mais en même temps, je pensais à ce que Claude m'avait dit. J'ai fait, ah ouais, mais là, moi, il va falloir que je me tienne tranquille. Je peux plus te faire de pédophile. Là. Non. Et puis au point de départ, quand moi j'ai auditionné pour ça, j'étais allé là en me disant, je l'aurais pas. Fait que je suis OK. arrivé là dans une détente totale, parce que je regardais les collègues qui auditionnaient autour de moi. Je me disais, tout le monde est meilleur que moi ici. J'ai Ah ouais. aucune chance. Puis je suis arrivé là dans une détente totale en audition. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait 4 personnages, 2 gars, 2 filles. Et le personnage FX que je faisais n'existait pas. OK. Et là, Julie Steiner, la productrice, me voyait dans le rôle de Stéphane Bellavance, puis la station me voyait dans le rôle d'Antoine Mongrain. Et là, ils n'arrivaient pas à s'entendre. Fait que Christian Bégin, qui était un des auteurs de la série, un des concepteurs, le concepteur en chef était Pierre-Louis Laberge. Bon, Christian Bégin, c'est quelqu'un c'est quelqu'un que je connais depuis très, très longtemps parce qu'il était à l'époque en couple avec ma cousine, la comédienne Dominique Leduc. Donc, je suis au théâtre, je suis sur le point de rentrer en scène, puis là, j'avais même pas de cellulaire à l'époque. Le théâtre me dit, en coulisses, Jean-Dominique, le téléphone, il y a quelqu'un qui veut te parler. Je pogne le téléphone, c'est Christian Bégin qui me dit, hey, fais-toi-en pas, Dom, on est en train de te faire un rôle, là. OK. Ça va être vraiment trash. Et mon personnage, c'est vraiment terrible. Je pense que j'en ai jamais parlé publiquement, mais l'idée de Christian Bégin, c'est que moi, mon personnage FX, il était toujours en arrière dans la roulotte pendant que les autres tournaient de quoi. Puis tout ce que je faisais, c'est que je me promenais avec une boîte de Kleenex. Comme si mon personnage, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il se masturbait
OK. C'était ça. Le point de départ, le personnage, c'était ça. Et moi, je riais, je me disais, mais c'est tellement niaiseux. Pour un show jeunesse, là. Oui, oui, mais OK. eux autres, ils disaient, ça va être irrévérencieux. Finalement, FX est devenu complètement autre chose. Et on a tourné quand même à peine 2 mois avant d'entrer en onde. OK. Puis, Puis pourquoi c'est devenu moins irrévérencieux, selon ben toi? là, c'est parce que Vrac, ils C'était ont fait pas- oh là, les amis, là. Nous. Puis je trouve ça, en quelque part, je trouve ça terrible parce que les campagnes publicitaires à Vrac étaient plus irrévérencieuses que notre propre show. Hmm. D'ailleurs, j'ai réussi à faire quelque chose qui a mis Denis Dubois, qui était à l'époque le big boss de Vrac, qui était pas très, très de bonne humeur. On faisait un spécial de la rentrée et on parodiait des pubs. Et il y avait une pub à Vrac, c'était une petite fille qui sortait de la piscine dans son maillot, une pièce, puis qui tirait la chaîne, puis comme si la piscine était une toilette. On est allé retourner exactement dans la même cour. J'ai mis un costume de fille, j'avais les cheveux longs, je me suis fait des lulus. Et on a tourné ça exactement dans les mêmes valeurs de plan, les mêmes angles. Et ça, le boss, il l'a vu juste quand ça a été diffusé. Oh. Et moi, j'étais tellement Il a dû être content. content. J'étais content. J'ai fait yes, j'ai fait un mauvais coup. Parce que c'était pas si drôle que ça, mais le fait de le faire avec l'équipe, on a tellement ri parce qu'on se disait, hey, ils vont pogner de quoi. fait que oui, c'était supposé être révérencieux. Puis tu le sentais-tu? Est-ce qu'au début, les premiers tournages, c'était un peu plus trash, puis Non, ça s'est non, adouci, non, ou non, dès le départ, Non, c'était non, plus... ça a été poli. On a eu des réunions. Dès les textes. Ouais, ok. on a eu des réunions de production. Ben, tu sais, les textes. Au début, les capsules, les auteurs nous écrivaient des textes, puis je veux dire, 1 mois après, c'était une phrase sur une page blanche. Une phrase, puis il fallait faire 3 minutes 52 secondes. C'était de l'impro. Ah oui, c'était tout le temps de l'impro. Ah ouais? Ouais, ouais, ben tout le temps. Souvent de l'impro. Puis pour celles et ceux qui savent pas c'est quoi réalité, Alors, ouais. c'est quoi cette Ben alors, émission-là? réalité, c'est ça qui est un peu étrange. C'est que à la base, c'est une fiction. Quand Julie Snyder a pitché à Vrac, parce que là, tous les producteurs préparaient un nouveau show, ils pitchaient pour le show jeunesse, la grosse affaire de Vrac. Julie Snyder, ce qu'on m'a raconté, puis ce que Pierre-Louis Laberge, le concepteur, m'avait dit, c'est ils veulent juste se pratiquer à faire un pitch. Ils pensaient pas l'avoir du tout. Ah, ok. Et ils avaient pitché 2 émissions en une. Ils disaient, on va faire d'abord une fiction avec les personnages, puis par la suite, on va intégrer des capsules. Sauf que quand ils ont eu leur réponse, on était en ondes genre 4 mois après. Alors, ils n'ont pas eu le temps de tout de suite faire la fiction d'une demi-heure. Ok. Fait qu'ils ils ont inversé ça, puis ils ont commencé avec les capsules, ce qui, au final, je pense, a été vraiment la meilleure décision. Tout à fait. Moi, j'avais l'impression que la fiction est venue sur le tard en se disant, mais dans le fond, c'était prévu dès le départ. Ok. Ouais. Et la fiction était beaucoup plus faible au niveau de l'écriture. Sans manquer de respect aux autrices, aux auteurs, ils ont travaillé fort, mais tu sais, écrire de la fiction jeunesse puis passer dans des filtres, des avocats, le Wow. diffuseur, tout ça, tu sais, c'est très, très édulcoré. Alors que sur le plateau, souvent, moi, mes capsules, mon 3 minutes 52 secondes, c'était une phrase. Et donc là, c'était... Moi, pendant 3 minutes 52 secondes, il faut que je parle à la caméra. Et mon seul but, c'est que le jeune au bout, il zappe pas. Hmm. Donc, on avait une pas mal plus grande liberté, puis ça nous permettait, même si on jouait des personnages, d'être vraiment dans nos personnalités. Fait que, tu sais, il y avait Stéphane Bellavance et moi étions pas mal les deux cabotins. Ok. Finalement, ce rôle-là a été plus accordé à Stéphane, parce que là, à un moment donné, il fallait définir les personnages. Mais je veux dire, la quantité d'affaires qu'on a faites dans ce show-là, que c'était sans filet, on n'avait aucune idée 30 secondes après ce qu'on allait faire. C'était vraiment incroyable. Puis moi qui venais des bars, qui venais de l'impro, qui venais de la télé communautaire, moi j'étais dans mon élément, j'étais heureux de faire ça. Puis Vraiment. t'as-tu su pourquoi ils t'ont pris toi, finalement? Ou... Parce qu'à l'audition, il fallait préparer une capsule. OK. Puis moi, en m'en venant, j'avais rien préparé. T'as pas fait ton personnage du lion d'or. Non, non, là. pas en tout, non. Puis là, j'étais en voiture, puis à l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe, il y avait une business, puis il y avait une grosse banderole, puis c'était marqué ISO 9002. Puis ça, c'est une certification. Puis on venait toujours rire. Puis à un moment donné, je me suis informé, je me dit, c'est quoi ça ISO? Puis là, on m'a expliqué la certification, tout ça. Et j'ai aucun souvenir de cette audition-là, mais j'ai fait une capsule en expliquant ce que c'était ISO 9000 et en niaisant, parce qu'en me disant, de toute façon, ils me le donneront pas.
Et ce qu'on m'a raconté, c'est que quand je suis sorti du local d'audition, ils ont fait « OK, lui, on le prend, c'est sûr et certain. » Direct, là. Et non seulement ça, mais des mois plus tard, Christian Bégin m'appelle, il me dit « Tu sais, ton audition, là, il dit, tu vas passer au bureau, tu vas écouter la cassette parce qu'on veut que tu fasses ça en capsule. » Fait que moi, mon audition, je l'ai reproduit genre 6 mois plus tard en capsule qui a été diffusée en ondes. OK. Ouais. Puis tu sais, comment que c'était fait, ça? Parce que vous étiez surtout d'une tente roulotte. Ouais. C'était ça un peu le branding. Ouais. Puis, tu sais, c'était quoi un peu comment c'était fait? C'était pas d'une vraie tente roulotte? Ou comment? C'est-à-dire que c'est une En roulotte, studio? c'est une roulotte Airstream qu'ils ont acheté. Ils en ont acheté. En fait, ils en ont acheté une et demie. OK. Fait qu'en extérieur, ils ont gardé la roulotte telle quelle. Ils ont vidé l'intérieur. Et là, ce qu'ils ont fait en studio, c'est qu'ils ont reconstitué ça en agrandissant un peu. C'était tourné avec une caméra. That's it. Oui, c'était Face cam, c'était le réalisateur caméraman 95% du temps. Marc Tardif, un gars extraordinaire. Ça a tellement été extraordinaire. Lise Dalpé qui faisait l'assistance. C'était vraiment... Ça a été ma première famille professionnelle. Et donc on était... La banquette, c'était la roulotte. C'était un peu plus large, mais l'accrochage de spot était tellement bas. Puis moi, au début, là, j'avais juste des maudits chandails de laine. Fait que moi, au bout de 2 semaines, là, j'avais des plaques sur le corps. Je dis là, ça se pourra pas, le chandail de laine. Je suis en train de fondre. Je suis en train de pogner le scorbut. Fait que oui, donc, à l'intérieur, mais c'était très, très petit. Là. Ouais, C'était vraiment très petit, mais ça marchait dans le Kodak parce qu'on avait vraiment l'impression qu'on était dans une roulotte. Oui, puis le concept de l'émission, en fait, c'est réalité, c'était pour Réal et Rita, qui étaient les parents de Sébastien, qui était joué par Antoine Mongrain. Ah, ouais. Ouais. Et là, Sébastien se partait à une espèce d'émission web avant le temps, mais une espèce d'émission pirate dans roulotte. OK. Puis là, nous autres, on était ces chummés, là, et on venait enregistrer ça. Et la sitcom montrait, dans le fond, les coulisses de tout ça. Ouais. Ouais. C'était pas mal ça, l'histoire de la roulotte. Ouais. Puis tu sais, quand vous commencez à faire ça, tu dis quoi, peut-être 2 mois avant que ça soit en ondes, 4 mois peut-être? Ah non, Première capsule, vous tournez. si ma mémoire me joue pas de tour, les premiers tournages étaient en novembre, diffusion 1er janvier. Ouais. Fait que c'était vraiment collé. Puis on avait, tu sais, on était tous nouveaux. Ils nous envoyaient dans les écoles faire des vox pop. Les gens faisaient c'est quoi vous faites? Puis on disait ben, Canal Famille va devenir vrac. Puis ils faisaient ah ouais, poche, j'aime bien mieux Radio Enfer. Ah ouais. Ah, c'est ça, là, les 2 premiers mois, là. À poche, j'aime mieux Radio Enfer. Puis là, on se disait, ça va être une catastrophe. On va se faire tuer. Puis là, comme c'était diffusé, c'était le passage au Nouvel An. Ouais. Moi, j'étais avec mes chums de jeunesse de Valleyfield. Puis je voulais pas écouter ça, mais je me disais, man, on va tellement se faire assassiner. Et quand c'est passé, j'avais rien vu, moi. Et quand c'est passé, puis là, mes chums, mes cœurs, ils disaient, ah ouais, c'est cool. Puis là, j'ai vu ça, puis j'ai fait, ah, ben peut-être que ça va marcher 1 an. OK. Et moi, le lendemain, là, aller m'acheter une pinte de lait au dépanneur, c'était terminé. Mais c'est ça, ça a Ma été... vie a changé. Nos vies, là, ont changé, là, en un claquement de doigts. Le 2 janvier, là, c'était comme... Et là, après, on allait dans les écoles. On n'entendait plus parler de Ouais, Radio Enfer. C'était fini, La là. Vox Pop, tout le monde voulait parler, là. non. Fait que... OK. Et nos vies... Puis, tu sais, nous, on était... Sauf pour Antoine Mongrain, qui, lui, a commencé à faire de la télé très jeune. Il était dans le club des 100 watts. Et Frédéric Pierre, qui s'est greffé à nous, qui, lui aussi, est un enfant de la télé. Mais nous autres, sinon, on était tous... Tu sais, Geneviève Néron, Audrey Lacasse, Stéphane Bellavance et moi. Je disais, on sortait des écoles de théâtre, là. Ouais. Parce que moi, je me souviens très bien, quand que ça a parti, il y avait un décompte avant que Vrac TV commence officiellement. Puis c'était vous autres, là, que ça a commencé avec vous autres en partant. Là. OK. T'as une meilleure mémoire Ah que ouais? moi. Moi, c'était un peu diffus. Tu sais, dans le fond, moi, ce que je me disais, tu sais, j'étais jeune acteur. Bon, j'avais déjà un rôle sur Virginie. Fait que je me disais, OK, on va faire une saison, ça va être cool. Puis ça va me permettre d'apprendre à faire mon métier. Puis finalement, ça a duré 5 ans. Puis ça a complètement transformé nos vies de tellement de manières différentes que... Tu sais, je repense à ça aujourd'hui et heureusement qu'on était insouciants et jeunes parce que, tu sais, puis c'est une opportunité unique. En début de carrière, faire ça,
c'est tellement une école extraordinaire. Tu sais, à l'école de théâtre, moi, on me disait que je respirais pas bien dans mes genoux, tout ce genre de niaiseries-là, Ah des ouais. chakras, tout ça. Puis, tu sais, moi, à l'école, je me disais, ouais, mais moi, quand je vais sortir, là, puis mettons que je fais de la télé, même s'ils me disaient que j'en ferais pas, on me disait, mais pas respirer des genoux, ça calisse quoi, ça, dans la vie? En quoi, moi, ça m'aide tu sais, puis c'est très. Ce qu'il faut savoir, puis tu le sais parce que tu travailles dans ce milieu-là, c'est tellement intimidant, un plateau de télévision. Ouais. Puis, tu sais, même si j'ai fait ce métier-là vraiment sur une base régulière pendant une vingtaine d'années, à chaque fois que je me suis retrouvé sur un plateau, je me disais toujours, prends rien pour acquis parce que c'est un environnement, bien que c'est chaleureux puis que tu travailles avec des humains qui sont formidables, il y a quand même quelque chose pour moi qui n'est pas naturel. Le jeu à la caméra, OK. c'est pas la projection du théâtre. Puis, il faut faire attention parce que comme on a appris, moi, que j'ai appris à faire ce métier-là en parlant à la caméra, quand j'arrivais en fiction après, il fallait vraiment que je me dise, OK, la caméra n'existe pas, là. OK? Il n'y a pas la connivence, là. C'était tout le contraire avec les capsules. Oui, en alors que réalité, là. les capsules, c'est tu lâches pas la caméra des yeux. Jamais, jamais, jamais. Là. Tu sais, comme les YouTubers avant le temps, quasiment. Là, tu sais. Ouais, c'était exactement ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Puis dans toutes ces... Tu sais, vous en faisiez combien à peu près par semaine? T'en tapais combien? Bon, alors, si. Il y avait deux types de capsules. Il y avait les capsules en studio. En studio, c'était 10 par jour qui étaient tournées. Parce qu'on tournait ça dans la roulotte, puis tout ce qu'on faisait, c'est qu'on changeait l'installation, puis bon, un peu l'éclairage pour dépendamment de qui venait faire quoi. Fait que toi, t'en faisais 10. Ou en C'est-à-dire- tout, vous en faisiez 10. En tout, l'équipe en faisait 10. Mais il Ok. était pas rare que moi, je rentrais une journée puis j'en faisais 10. Oh boy. Et quand on faisait des tournages extérieurs, dont les Vox Pop. Hey, ça, mon ami, les Vox Pop. Moi, quand je vois des journalistes là, à Radio-Canada ou à TVA faire des Vox Pop dans la rue, là, mon cœur saigne pour eux parce que je dois avoir fait à peu près 400 Vox Pop. Oh! Et quand on tournait donc des capsules à l'extérieur, on en faisait 6 par jour, ce qui est quand même énorme Eh oui. compte tenu qu'il fallait se déplacer. Fait que oui, c'était vraiment là. On a tellement travaillé fort. La première année, en plus, avec. Puis là, quand on tournait pas des capsules, mais on tournait sur la fiction. Fait qu'on était tout le temps, tout le temps. Moi, je travaillais 6 jours sur 7, puis le 7e jour, j'apprenais mes textes, je faisais mon lavage. Ouais. C'est à peu près ça. Ouais. Parce que, disons, le matin, t'arrivais, tu recevais la ligne, puis tu dis une ligne, puis il fallait que tu fasses Oh, 3 même la minutes sitcom. Ah ouais? Des fois, on avait notre copie rose, notre copie bleue. On arrivait sur le plateau. Puis, tu sais, l'épisode était trop court de 3 minutes. Tu sais, sur un épisode de 22 minutes, Ben t'es ouais, trop là. court de 3 minutes. Moi, ça m'est déjà arrivé avec Jean-Pierre Chartrand qui jouait Lulu. Le réalisateur vient de voir et fait les gars, on est trop court de 2 minutes. OK. Fait que je regarde Jean-Pierre. Jean-Pierre fait on va te combler ça. Gendarme, on va te combler ça. Ben oui, 2 minutes. On a comblé ça pendant 2 minutes, du ad-lib. Mais donc, on avait des changements de texte en arrivant. Fait que, encore une fois, c'est une extraordinaire gymnastique pour un acteur parce que, tu sais, souvent, les gens qui savent pas, qui comprennent pas c'est quoi notre métier, ils pensent toujours que la chose la plus difficile, c'est d'apprendre du texte. En fait, non. Mais quand on apprend en quantité comme nous, en début de carrière, c'est quand même un peu indigeste. Mais notre cerveau, puis là, ben écoute, on était jeunes, on avait le 24-25 ans. Fait que là, t'es frais, t'es dispo, Ouais. t'as fait le party la veille, mais c'est pas grave. T'arrives le lendemain, ça va, c'est cool. Mais c'était quand même... c'était vraiment une grosse gymnastique, là. Donc, on était... La première année, avec la fiction puis les capsules, on avait tourné 78 épisodes d'une demi-heure de la fiction, plus les capsules. C'était complètement fou. Voyons. Ouais, c'était complètement fou. C'était vraiment, là, on était dans un tunnel. Là. On était vraiment dans une longue roulotte. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, la fiction a commencé en même temps que les capsules. Ça a commencé quelques mois plus tard. OK, Ouais. OK. Ouais. Parce que les capsules, dans le fond, c'est que VRAC TV avait pas de pub. C'était ça un peu. Non, c'est ça, exactement. Fait C'était entre les émissions. Ouais. il y avait du temps à combler. Fait qu'on dit, bon, on va mettre une gang le fun qui parle de toutes sortes d'affaires. Ouais. Je sais que il y a des... tu dis une ligne, mais des fois, il y a des concepts qui sont arrivés. Puis Oui, quand même. à Là. un moment donné, c'était des erreurs de film ou des trucs comme ça. Ah oui, ben ça, oui. Ça, c'est sûr que là, à ce moment-là, c'était un peu plus structuré. À un moment donné, ils nous ont fait venir, ils ont fait rentrer le ministère, comme à l'époque de Passepartout. OK. Et là, on arrive en studio. Oh mon Dieu. Et Audrey Lacasse, je pense qu'elle avait une capsule sur l'inceste. Là. OK, vous parliez de sujets... Ben, ils ont fait venir le ministère, puis là, pour avoir une. Bon J'imagine que c'était pour avoir une subvention supplémentaire. Puis
Moi, je me souviens pas ce qu'il fallait que je tourne. Une capsule informative sur une affaire qui se pouvait pas. Puis je l'ai pas faite. J'ai fait, non, moi, je fais pas ça. C'est chiant, là, mais c'est Audrey Lacasse que je pense qu'il Oh non! À cause du ministère, t'es Ah non, comme non, un moi, autre, j'ai ça. fait, là, moi, la gang de pingouins assis à régie, là. Moi, ça faisait quoi, 2-3 ans qu'on était, tu sais, Rodé et tout. là. complètement libre. Puis là, c'est, ah non, mais là, la virgule. Non, mais tu fais, non, non, attends un peu. C'est parce que c'est pas comme ça qu'on a parti le show. Tu peux pas me demander 2 ans, 3 ans plus tard de fonctionner d'une manière complètement différente parce que j'ai devant moi des fonctionnaires du ministère de la Santé ou de je sais pas trop quoi. C'est pas une pub qu'on fait. Non, là, puis tu sais, en même temps, moi, j'ai dit à ma boss, je dis, je suis probablement la pire personne pour tourner ça parce qu'en plus, ce qui va arriver, c'est que je suis pas très patient, moi, et je vais perdre, je vais perdre patience, puis je vais tomber dans une loupe où ça se passera pas bien. Pas parce que j'ai une mauvaise attitude ou juste parce que je vais tellement être stressé. Puis là, il y a des gens qui me regardent, là, tout à coup, c'est comme, OK, mais c'est quoi que vous voulez? Puis donc, c'est ça. Mais sinon, c'est vrai que c'était. J'en reviens à la liberté, là. Des fois, c'était une demi-phrase, puis on faisait 3 minutes avec ça. Il y avait une série de capsules que j'adorais faire, qui s'appelait Les Nouvelles Nouvelles. Fait qu'on avait un clavier. Avec Belle Avance. Stéphane Ouais, Bellavance. Seigneur. Puis on finit par nous séparer parce Ah ouais? que c'était Ça marchait ingérable. Ah, c'était ingérable. C'était juste lequel des deux allait être le plus cave. Puis là, c'était comme une compétition à la limite un peu malsaine parce que là, ça dégénérait. Puis là, la productrice, Joanne Landry, a dit non, là, les gars, vous deux, vous tournez plus ensemble. Ah ouais. Et j'étais vraiment triste parce que moi, je trouvais que c'était une saine compétition. Mais c'est sûr que c'est ça. Quand on finissait une nouvelle, là, il faisait chaud dans la roulotte. Dans le studio, là, il faisait chaud, ça avait revolé de partout. Mais c'est pas grave parce que je me suis repris avec Frédéric Pierre, puis on tournait en équipe de 2, puis nous, on était l'équipe mauvaise foi. Et puis je pense que Joanne Landry l'a regretté de m'avoir séparé de Stéphane parce que ce qu'on a fait, Frédéric Pierre et moi, je pense que c'était pire. Ah ouais? Oui, on avait tourné, je pense, la dernière saison, le concept pour la rentrée, c'est qu'on était en forêt. OK. Puis on était en équipe de 3. Les 2 filles étaient ensemble. Donc, Avec Stéphane. ouais. Et Stéphane était avec Antoine. Donc, ben, là, pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs, là, c'est. Donc, Sébastien et Fred étaient ensemble. Il y avait Manu et Véro qui étaient ensemble. Puis, il y avait l'équipe de mauvaise foi, donc Kevin et FX. Et ils nous ont donné une caméra. Puis, ils nous ont dit à chaque équipe, tournez des trucs dans le bois. C'est une idée. Puis, envoyez des notes de montage à Rock Laflamme, qui était notre monteur, extraordinaire monteur. Et là, on est dans le bois et pas du tout supervisé. Oh là 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 là. On Alors, dirait 2 jeunes en 40 jours là, qu'on a laissé c'était là. vraiment ça. Écoute, on faisait un sketch où je faisais un gars perdu en forêt avec... et Fred arrivait, il était intégralement nu. Il avait mis un truc de léopard ici. Tu te rappelles, c'est du jeunesse. Et c'est passé en ondes. Ah ouais, OK. Écoute, c'était... Et à un moment donné, il fallait tourner une histoire dans une tente. Mais nous, on était... Lise, l'assistante, était venue nous voir, mais elle nous a dit, les gars, votre journée est finie. Et quand on fait de la télé-jeunesse, c'est probablement les plateaux les plus irrévérencieux. Il se dit beaucoup de niaiseries. Et il s'est quand même bu pas mal de bière. Et là, on était dans le bois. Fait que Fred et moi, on s'assoit. On commence à boire tout ça. Puis au bout d'une heure et demie, Lise revient et elle fait « Gendarme, il t'en reste une à tourner. Oh. » Et là, Gendarme, il est penché de même. Là. J'ai jamais été autant concentré pendant 3 minutes 52 secondes qui m'ont paru durer une éternité. Alors, il fallait que je raconte une histoire de peur. J'avais absolument rien. J'empestais l'alcool. J'avais les yeux de même. Puis là, je me disais, j'avais les yeux rouges. Je me disais, c'est clair que ça va paraître à l'écran. Et il y a des adultes qui vont faire « Oh, pelay. » Il est pas à jeun, lui. En même temps, ma génération a grandi en écoutant Passe-Partout. Et on peut dire que des fois, Jacques Lheureux avait l'air d'être ailleurs. Ah ouais. Hein? Ouais. Et donc, j'ai tourné ça. Je me sentais tellement mal. Écoute, c'était tellement intense, là. Parce que je suis quand même professionnel, là. C'est-à-dire que
boire en travaillant, faisait pas du tout partie de mon éthique. Mais tu sais, avec le travail, on était fatigués, on était dans le bois, on avait bu 2, 3 bières, et là, puis c'est passé en ondes. Et je me souviens que Rock, le monteur, m'avait dit, j'étais allé le voir en salle de montage, j'ai fait « Hey man, ça sentait l'alcool, tes images, ouais. » C'est ça! Même lui, il le sentait, là. Ouais. Puis tu sais, tu parles d'alcool, t'as parlé de lendemain de veille, ça t'est jamais arrivé de tourner un lendemain de veille, là. T'as jamais fait ça, toi? Moi, non. Non? Ah, OK. Mais je me souviens d'avoir tourné une capsule avec Geneviève Néron, OK. qui avait vraiment échappé la balle la veille dans un party de, je pense, avec sa gang, son ancienne gang de l'école de théâtre. Et on tournait sur un bateau. Puis on est arrivé le lendemain matin. Elle est arrivée en retard, elle était penchée de même. Elle a gardé ses verres fumés tout le long du tournage. Puis là, elle marchait sur le bateau, puis elle était comme... Puis moi, j'étais là, « Hey! Hey, Manu! Hey, c'est FX! Hey, hey! » Hey, mon gars, là, j'ai travaillé pour elle. Là. Puis elle était là avec ses verres fumés dans la même. Puis elle marchait. « Ah, qu'est-ce que t'en penses, Manu? » Ouais. C'était probable. Tu sais, ça l'a puni un peu parce que sur un bateau, ça tangue. Mais, ouais, ceci dit, avec Geneviève Néron, à un moment donné, on fait l'ouverture du Vieux-Port de Montréal au début de la saison. Et on est sur scène. Puis après ça, on embarque dans une camionnette, puis on s'en va à Chicoutimi au Salon de la jeunesse. Et là, dans le Vieux-Port, ça a comme un peu dégénéré. Il a manqué de sécurité. Ils nous ont évacués, ils nous ont embarqués dans une camionnette, puis les gens, ils poussaient de la camionnette, faisaient ça comme ça. Là, on était assis dans le camion, dans le même. Puis... elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, finalement, on prend la route. Audrey Lacasse n'était pas avec nous. Fait qu'il y avait Antoine, il y avait Stéphane Bellavance qui venait de s'acheter un beau camion neuf. L'anecdote s'en vient. OK. Geneviève Néron et moi. Puis là, on part les 4, puis on s'en va au Salon Pepsi Jeunesse signer les autographes. C'est la grosse affaire. Puis là, on prend la route, puis on s'accroche les pieds dans le coin de Québec, puis on rentre dans un bar qui finalement est un bar à wet t-shirt. Et là, on s'accroche les pieds, on boit des shooters caramel. Geneviève Néron, à un moment donné, ils partent la tune Back in Black. Ils donnent 2 pichets d'eau. Il y a une fille qui est sur scène avec un t-shirt, puis les gars crient Manu, Manu, go! Qui est le nom de son personnage. Puis là, Geneviève Néron a des pichets, puis elle arrose la fille en voulant dire mais que se passe? Qu'est-ce que je vis? Eh! God, puis là, nous autres, on fait comme, OK, c'est peut-être pas le meilleur plan d'être ici, tu sais. Mais bon, il n'y avait pas de nudité, il n'y avait rien. Et là, moi, j'ai bu beaucoup de shooter caramel, trop peut-être même. Shooter caramel, OK. Ouais, c'est vraiment, je déconseille ça, même j'ai à mon jamais pire entendu ennemi. parler Non, de ça. non. Ça a passé mode. Ben, ça n'a pas passé, moi. C'est ça, ça passait plus. Donc là, on est dans le parc en s'en allant à Chicoutimi, puis je suis assis en avant, puis là, Stéphane conduit son camion, puis il me dit, là, Dom, si tu fais le pas, tu me le dis. Je fais, ouais, Fano, ça va. Puis là, on roule. Puis là, il me le demande, je sais pas, c'est 25 fois. Puis à un moment donné, il y a un long silence, puis je fais, bon, mais Steph, je pense que c'est ton cue. Il arrête le truck. Il écoute intérieur cuit, tout ça. Je dis, je reviens. Je sors du camion, je marche, et je me penche littéralement en deux. Ça sentait le caramel. Et là, mon gars, je m'essuie tout ça. Je rembarque dans le camion, très chill. Et je regarde Stéphane, je fais, ouais, je pense que les Smarties n'ont pas passé. J'avais mangé 3 Smarties en buvant. Et c'est comme devenu le gag. Et on est arrivé genre à 4 heures du matin. Puis à 7 heures le lendemain, on était au Salon Pepsi Jeunesse. Heureusement qu'on était jeunes, on était très fatigués. Puis tu sais, les jeunes, quand ils nous voyaient, eux autres, c'était la seule fois de leur vie. Là, donc, c'était l'époque de Carve l'Antigala, ouais, c'est ça? c'est avant. Okay, c'est avant. Puis tu sais, quand on faisait des salons de la jeunesse, tout ça, tu sais, on nous explique pas ça, mais quand tu es avec des enfants, tu dis, lui, là, ou elle, c'est la seule fois de sa vie qu'elle va te voir. Fait que, donne-lui tout ce que tu as. Parce que c'est ce même jeune-là qui est à la maison puis qui t'écoute, tu sais. Et on prenait ça au sérieux quand même, là, même si on s'amusait beaucoup, parce que... Mais c'était beaucoup à recevoir. Hein. Mais comment tu trouvais ça de faire des émissions jeunesse, le public et tout? Ah, c'était intense. C'était vraiment intense. Ouais, c'était intense parce que c'est ça, c'est que tu te rends compte qu'il y a une responsabilité. Il y a aussi le fait que moi, mes filles, je pouvais plus aller les chercher à l'école parce que c'était la cohue, là. Non.
Puis même quand c'était l'anniversaire des filles, quand ils étaient plus jeunes, les parties d'amis, ben, des fois, j'étais pas là. Parce que ça créait trop de... Trop d'attention sur toi. Ouais, puis tu sais, ouais, ça, tu vois, ça, c'est la partie de la job que j'ai vraiment pas aimé. OK. Puis tu sais, quand tu acceptes un rôle jeunesse, c'est un peu à double tranchant parce que des fois, les gens, surtout le premier rôle que tu as, restent trop associés à ce personnage-là. Est-ce que vous y pensiez un peu au début ou c'est comme, non, l'expérience est juste trop le fun? On le Ah, fait ben, tu sais, sans trop penser à ce qui s'en t'es vient jeune, après. t'es dans le bain, tu te lances, tu penses pas à ça, tu te le fais dire, par exemple. OK. Puis là, quand tu travailles avec des collègues au théâtre, tu sais, je me souviens, à un moment donné, je jouais avec, avec Rémi Girard, tu sais. Puis il me disait là, il dit, tu sais, c'est une bonne école, la télé-jeunesse, mais il dit, tu sais, ça va te suivre toute ta carrière. Ah ouais. Puis c'est le même gars que moi, j'écoutais à Radio-Canada quand, dans les années 80, il faisait l'émission dans l'autobus, là, d'ailleurs avec Jean-Pierre Chartrand. Comment ça s'appelait, non? Je me souviens plus. Pop Citrouille, machin, je me souviens plus. Ça me fait rire. Mais c'est ça. Donc, c'est-à-dire que quand par exemple, puis pas juste dans les événements, là, mais mettons que t'es quelque part, t'es en train de faire tes courses, puis là, il y a des parents qui viennent ou des ados ou des enfants. Tu peux pas être de mauvaise humeur. Brosse-toi les dents. Tu sais, Sentir l'alcool et tout, non, pas du tout. c'est touché, là. Pas du tout. Mais tu sais, Wet t-shirt. ouais, Je ouais, je pense me qu'il n'y suis. avait pas de réseaux sociaux à cette époque-là. Hey, Écoute, mon gars, pour vrai. il y Non. aurait un meeting avec les Ah, il y aurait boss, un là. meeting, c'est sûr. Mais oui, c'est ça. Donc, il y a une responsabilité. Moi, Ah j'ai ouais? trouvé ça dur. Puis, tu sais, pour l'anecdote, moi, ce qui me réveillait le matin, moi, mes filles écoutaient Bob l'éponge. OK. Ils s'en foutaient de réalité. Tu sais, ils ont grandi sur des plateaux. Eux autres, ils comprenaient pas c'était quoi le buzz, là. Mais ce qui me réveillait le matin, c'était ma propre voix. Fait qu'à 6h27, j'entendais « Hey! Salut tout le monde! Ici FX! » Puis là, j'étais couché dans mon lit avec ma blonde. Puis je faisais « Ta gueule! Femme, ta gueule! » Tu sais, si vous détestez entendre votre voix sur votre répondeur, dites-vous que vous faire réveiller par vos enfants qui écoutent la télé, puis d'entendre votre voix à télé, c'est pas très agréable. Mais bon, mais c'est ça. Donc, il y a cette responsabilité-là. Il y a aussi le fait que là, tout à coup, tu vas pas faire tes courses au centre d'achat un samedi Ah non. dans le temps de Noël ou à Pâques quand il y a la petite fermette avec les animaux parce que tu sors pas de là. Ça va te prendre 2 jours. Là. Puis, tu sais, on se faisait, tu sais, au restaurant, tu manges avec tes filles, tu es en train d'avoir une conversation de famille, une petite crisette, quelque chose. Puis là, il y a des gens qui arrivent, puis qui te parlent, puis qui te touchent, puis qui font Hey, peux-tu me signer ça? Puis ton assiette est là. Puis là, tu te dis OK, là, il faut que je fasse de l'éducation parce que moi, les gens qui me disaient Ah, c'est la rançon de la gloire, moi, je leur disais non. Il y a un décorum. Hmm. Tu sais, c'est comme si. Puis souvent, j'explique aux gens, c'est un peu vulgaire, c'est un peu cru, mais je me disais, c'est aussi ça, l'éducation, c'est de confronter les gens. Je dis, c'est comme si toi, je rentre dans la toilette des hommes, là, puis toi, t'es assis dans ta cabine, j'ouvre la porte, je fais Hey, le gros, comment ça va? Tu vas pas trouver ça cool, là? Ben, quand je suis au restaurant avec mes enfants, là, puis que t'insistes, c'est peut-être pas cool non plus. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la folie qu'il y a aux États-Unis ou en France. Puis tu sais, tu comprends que les jeunes, ils sont entiers puis ils sont contents de te voir. Mais il y a un moment donné où il faut que tu réorganises un peu tes affaires juste pour te dire, je veux pas que ça génère des malaises ou des malentendus. Donc, il a fallu quand même, au niveau familial, s'ajuster. Et tu sais, quand c'était le temps des vacances, on regardait aussi où on allait. Ouais. C'est sûr que le parc aquatique, moi, j'allais pas là. Avec les enfants, en chest, non, ça se pouvait pas. Ah non. Non. Faire signer le chest, non, ça serait pas. Non. Non. Puis, tu sais, je pense qu'il y a peut-être aussi le fait que, tu sais, les capsules réalité, c'était non-stop, c'était à longueur de journée. Fait que peut-être qu'à force de voir, il y a eu un lien tellement fort avec les jeunes de dire, tu faisais partie du quotidien des jeunes, dans le fond, là, tu sais. Et ça, c'est un privilège. Parce que, tu sais, quand tu fais ce travail-là, tu es en studio, tu sors de ta journée, tu t'en vas chez vous, tu t'en vas au théâtre, tu t'en vas faire 1001 trucs. Mais, puis tu sais, moi, je ne m'écoutais pas à la télé, là. Je ne l'ai jamais fait d'ailleurs parce que c'était pas bon pour mon moral. Mais, oh non, je trouve ça trop. Non. Moi, c'est jamais arrivé dans ma vie que T'aimes j'ai pas ce que regardé tu puis j'ai fais. fait, mon Dieu, je suis donc bien bon. À chaque fois, je fais, oh mon Dieu. Pas tous Mais les défauts, pourquoi ça. que vous me faites travailler? Je suis tellement mauvais. Les autres sont tellement tous meilleurs que moi, mais bon, bref. Mais c'est ça.
privilège. C'est vraiment un privilège parce que, puis tu sais, on a fini par le comprendre quand, tout à coup, il y a des organismes qui te contactent puis qui disent « Hey, ça te tenterait-tu d'être porte-parole? On n'a pas beaucoup d'argent. » Moi, je disais « Non, j'en veux pas d'argent. » Tout à coup, mon travail servait à quelque chose parce que, tu sais, comme acteur, actrice, tu sais, tu vas au théâtre ou tu joues une scène de téléroman, puis tu te dis, là, tu joues que t'es fâché ou que ton conjoint t'a trompé. Puis après, à un moment donné, tu te dis, mais dans le fond, là, moi, je rentrais à l'école de théâtre parce que je voulais réinventer le monde, puis je voulais jouer des grands textes. Puis à quoi ça sert ce que je fais? Et la télé-jeunesse, il y a un moment donné où je suis avec Antoine Mongrain à Val-d'Or dans une ouverture d'un commerce qui nous fait venir pour qu'on signe des autographes aux jeunes. Puis on a accepté parce que Val-d'Or, c'est quand même assez loin. Puis c'est pas le genre de place. Tu sais, souvent en télé, tu vas. Tu sais, tu restes autour. Montréal, c'est environ. Voilà, c'est ça. On s'est dit, bon, on va aller à Val-d'Or. Go. Et à un moment donné, il y a une dame qui arrive devant nous avec des verres fumés. Elle a, à toute vraisemblance, est en chimiothérapie. Puis là, elle arrive devant la table. Puis là, elle dit, Antoine et moi, merci beaucoup, les gars. Parce que, elle dit, quand vous êtes là à la télé, ben, ça me donne un peu de répit, puis ça permet à mon fils d'oublier que bientôt je vais mourir. Et là, le maudit Antoine Mongrain à marde, il a pris ses verres fumés, puis il a mis ses verres fumés pour pas qu'on voit qu'il pleurait. Et la dame me regardait. Et là, te dire à quel point j'ai travaillé fort pour pas fendre en deux, parce que ben, finalement, je me suis levé, puis j'ai fait quelque chose que je fais très, très rarement, mais j'ai pris cette dame-là dans mes bras. Parce que tout à coup, notre travail avait une valeur. Et que tu te dis, à l'autre bout de la caméra, tu sais pas ce qui se passe chez le monde. Et des fois, aussi absurde que ça puisse sembler, faire de la télévision, tu rejoins quand même des gens dans différents contextes. Il y a beaucoup de solitude, il y a la maladie, il y a plein de choses. Puis, et une autre fois, tu sais, je suis allé tourner dans le temps de Noël à Sainte-Justine. Et ça, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Pour un topo? Ou oui, pour une OK, capsule, une capsule, que vous pouvez voir sur YouTube. J'étais à Sainte-Justine, et ça, là, je m'en souviens très bien, c'est une capsule où je joue à un jeu de société avec des enfants. Là, j'arrive à Sainte-Justine, puis il y a une petite fille qui, elle, voulait pas que je la voie parce qu'elle avait plus de cheveux. Puis elle voulait pas que je la voie parce qu'elle se trouvait pas belle. Et là, moi, mon cœur de papa, fait que je suis allé voir la petite. Puis là, il y a une dame de Sainte-Justine qui me prend part, puis elle me dit, là, tu t'apprêtes à rentrer dans un local. Et il y a un petit garçon qui a une condition rare. Il est très, très, très content que tu sois là. Et c'est un petit garçon vraiment intelligent. Tu vas voir, là, il est rapide. Mais elle me dit, c'est confrontant parce que tu n'as probablement jamais vu quelqu'un comme ça. Moi, je me dis, bon, correct. Et je rentre et je vois ce petit garçon-là qui a une tête d'enfant normal puis qui a un corps à peu près long comme ma jambe. Et il est complètement contorsionné. Et mais vif, le petit garçon, là. Brillant, drôle. Et là, moi, je tourne avec Marc, caméraman réalisateur, Lise, assistante, et je pense que c'était Mario qui était là au son. Et on a tous des enfants. Et c'est la seule fois où, en tournage, Mario perchait en regardant en terre. Ah ouais. Il y avait Lise qui contrôlait difficilement. Et Marc Tardif à la caméra, qui est un homme d'un grand flegme et d'un humour vraiment délicieux, je le sentais vraiment fragile. Mais moi, je suis dans le feu de l'action. Faut que je fasse ma job. Alors moi, j'embarque là-dedans, puis j'embrasse ça, puis je fais le truc, puis parle avec les enfants, puis puis c'est le fun, un beau moment. Et là, on sort de là.
tout le monde braille dans le camion de production. Moi, j'embarque dans ma voiture, je rentre chez nous, j'embrasse les enfants. Ça reste comme ça. Le lendemain, je passe au studio. Il y a Rock au montage dans le local à côté de la productrice. Et je rentre, puis Rock, il vient de pleurer, tu sais. Puis il me dit, assis-toi. Regarde ça. OK. Je dis, mon Dieu, si je dois avoir manqué mon coup, tu sais. Puis je commence à regarder ça. Et là, j'ai une sortie de mon corps. Et je fais, oh shit. Et là, je pleure ma vie. Et je me dis, mais comment? Et ça, on voyait jamais ça à la télévision. Oui, on voyait les télétons avec les enfants malades, mais tu sais, c'était comme le téléthon des enfants malades, c'était un rendez-vous dans l'année, mais en dehors de ça, tu sais. Et ça, ça te fait vraiment... Ça te remet à ta place. Tu sais. Si tu te dis, la vie, c'est dur, tu fais, ouais, finalement, ça va. Tu sais. Et ce petit garçon-là est décédé, semble-t-il, pas longtemps après, tu sais. Et ça a été un immense cadeau que cet enfant-là m'a fait. Et à ce jour, je pense souvent à lui quand ça va mal, quand je fais face à l'adversité, tu sais. Puis je me dis, non, redresse-toi. Parce que cet enfant-là, lui, il se tenait drette face au vent, tu sais. Et jamais j'aurais pu vivre ça autrement qu'avec cette émission-là. Donc, tu sais, quand tu vis ça, tout à coup, tu te dis, mon travail sert à quelque chose. Ce que je fais, je sauve pas des vies, mais il y a quand même cette idée d'accompagner et de signifier quelque chose, d'avoir un contact. Tu sais, tu parlais tantôt du contact avec la caméra. Je veux dire, il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'aille pas mettre de l'essence dans l'auto, que j'aille pas au restaurant, que j'aille pas quelque part, puis qu'il y a quelqu'un qui m'arrête puis qui me dise « Hey, c'est FX, hey, c'était cool. » Puis, tu sais, je me souviens à un moment donné, je suis allé passer des années plus tard après l'émission, je suis allé passer une audition pour une campagne de publicité que j'ai pas eue d'ailleurs. Puis je rentre dans le local, je vois les deux réalisateurs, puis dans leur manière de me regarder, j'ai tout de suite compris qu'eux autres, ils m'avaient écouté à la vrac. Fait que là, je fais mon audition, les gars me dirigent, tout ça, puis on fait le truc. Puis je viens pour partir, puis les deux gars font hey, attends un peu. Et là, je sais ce qui s'en vient. Ils vont me dire qu'ils m'ont écouté à la vrac. Mais c'est encore meilleur ce qu'ils m'ont dit. Ils me disent, il y a un des deux gars qui fait hey man, on voulait juste te dire là, que nous autres, on fait ce job-là aujourd'hui. Là. C'est parce que dans tes capsules cinéma, à un moment donné, tu as parlé du film des frères Coen de Big Lebowski. Puis nous autres, on était des kids, puis on n'avait pas l'âge d'écouter ce film-là, mais on écoutait ça, puis ça a changé notre vie. Puis là, tu fais, hein, OK. Puis moi, il avait choisi de parler de ce film-là. Parce que moi, ça m'avait marqué quand j'avais vu ce film-là. Puis là, les gens, tu sais, l'équipe me disait, ouais, ils sont pas un peu jeunes. Je fais, non. Moi, j'avais parlé j'ai fait tourner une capsule sur Woody Allen. C'était clairement pas pour les jeunes. Mais je trouvais ça important, tu sais, puis on avait cette liberté-là. Puis que ces deux gars-là, qui sont réalisateurs, puis qui disent, hey, fait que moi, j'ai servi de passeur, tu sais, j'ai été un entremetteur. Je trouve ça formidable, tu sais. J'espère que ces gars-là font encore ce métier-là et qu'ils sont heureux de le faire, tu sais. Mais c'était vraiment cool. Fait que c'est le genre de... Fait que, tu sais, on a beaucoup donné, mais moi, en faisant ça, j'ai beaucoup reçu. Mais, tu sais, on dit souvent ça dans l'industrie, genre, on sauve pas des vies. C'est vrai, mais c'est fou à quel point, des fois, juste des œuvres comme vous avez fait, qui est à la base humour, léger, etc., peut avoir un impact aussi intense sur des jeunes. Ouais. C'est incroyable. Hey, pour que, tu sais, on s'en fait parler, puis je sais fort bien que mes collègues, tu sais, Fred Pierre, Stéphane Bellavance, Antoine, Audrey, Geneviève, s'en font parler aussi autant que moi, tu sais. Même si on a changé, même si j'ai plus de cheveux. Ouais. Moi, c'est ma voix tout le temps qui me... C'est Puis tu sais, c'est drôle parce que quand on se recroise, et c'est très, très rare, mais la chimie rembarque tout de suite. Mais tu parles de la chimie, je pense que c'est ça qui faisait l'émission. On sentait que c'était une gang, le fun, une mais gang d'amis. Mais avec l'équipe technique aussi. OK. Parce que... Puis moi, ça a toujours été important dans mon... Tu sais, je viens du théâtre. Le théâtre, c'est un travail d'équipe, c'est le travail de troupe. Tout le monde dépend de tout le monde. En télévision, c'est pareil. Si tu fais chier le monde sur un plateau, ça se pourrait que tu sois pas éclairé à ton avantage, que tes retouches rentrent pas, puis tu sais, tu
passe, c'est tellement des moments intenses. Il faut travailler dans le plaisir. Peu importe dans la vie ce que vous faites, visez le plaisir, tu sais. Puis c'est tellement intense un plateau de télé que si quelqu'un débarque et fait chier, tout le monde paye pour, tu sais. Puis donc, oui, il y avait une chimie entre les acteurs, actrices, mais il y avait aussi une chimie avec l'équipe technique. Et à la toute fin du projet, ils nous ont donné une carte blanche pour notre capsule d'adieu. Et moi, j'avais une seule demande qu'on m'a refusée parce que c'était une nouvelle productrice. Et moi, j'ai dit à la productrice, la seule chose qui compte pour moi, c'est qu'on voit l'équipe technique à la caméra. Puis elle m'a dit non. J'ai dit d'accord. Pour quelle raison? Elle n'avait pas de raison. Pas de raison. Aucune raison évoquée. Puis moi, me faire dire non, j'ai bien de la misère avec ça. Alors, je tournais. À l'époque, je jouais dans un spectacle au TNM. Et tout de suite, je me dis, on va tourner ça dans la loge. Puis la finale, je vais être en train de me maquiller. Et je me maquille devant un miroir. Et qu'allons-nous voir dans le reflet du miroir? L'équipe. Faire honneur, faire honneur. Alors, moi, j'y pense à tout ça. Je vais voir Marc Tardif, le caméraman réel. Puis je dis, écoute, à la fin, ça serait le fun. OK, c'est bon. Et ils ont tous pu envoyer la main. Et pour moi, la seule chose qui est importante dans cette capsule-là, c'était là. Tout le reste que je disais, j'en avais rien à cirer. J'ai aucun souvenir de ça parce que pour moi, c'était une façon de dire ce qu'on a fait, on l'a fait en gang. Puis on l'a fait avec des gens de bureau, des gens de production. On ne pouvait pas montrer tout le monde. Mais moi, j'y tenais parce que ces gens-là ont été tellement importants dans ma vie. Ils m'ont appris à faire ce métier-là. Ils ont été bons avec moi. Ils ont été patients. Ils ont été généreux. Puis pour moi, c'était la moindre des politesses que de faire ça. Et moi, quand je me fais dire non, je cherche toujours le moyen de me faufiler pour trouver le oui. Et généralement, j'y arrive. Et dans ce cas-ci, j'étais très content parce que, je veux dire, ultimement, c'est le souvenir que j'en garde. Et puis, tu sais, quand on... Tu sais, à un moment donné, des années plus tard, il y a quelques années, j'avais quelques jours de tournage sur District 31. Et là-dedans, je jouais le rôle d'un père dont sa plus grande fille tuait sa plus jeune sœur atteinte de la trisomie. Une affaire impossible à jouer. Et Geneviève s'occupe d'une troupe de théâtre avec des jeunes trisomiques dans la trisomie 21. Et moi, je reçois la call sheet, puis je vois Geneviève Néron. Mais moi, je fais pas le lien. Qui était dans la réalité. Ouais. Et là, j'arrive sur le plateau de tournage, puis à un moment donné, j'entends « FX! » Puis je fais « Ben non, man. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, à ce jour, l'équipe technique, les actrices et acteurs, continuent de m'appeler par mon autre personnage. OK. C'était marquant, hein? Mais les autres, non. Okay. Mais moi, c'est ça. Puis là, tu vois, ça faisait des années qu'on s'était vus, puis on était en pleine pandémie en plus, mais il y a comme quelque chose tout de suite avec Néron. Tac, tac! C'est une sœur, tu comprends? C'est mes sœurs puis mes frères d'armes. Fait que je les vois pas souvent, mais... Puis même s'il y a eu des frictions au fil du temps, puis c'est normal, pour moi, c'est mes frères et sœurs, puis c'est ta vie, ça. Tu sais? C'est ta vie. Moi, tout ce que j'espère de ces gens-là, que j'aime d'un amour infini, c'est que j'espère que là où ils sont puis ce qu'ils font dans leur vie respective, j'espère qu'ils sont heureux. Je les aime. On vous souhaite d'être heureux, en tout cas. Ouais, à tout le monde aussi. Ouais, mais tu sais, ces gens-là... Puis c'est ça, tu sais, je sais aujourd'hui que Marc Tardif, caméraman, son fils est réalisateur. Marc a pris sa retraite. Tu sais, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas, Marc, si t'écoutes ça, mais... D'ailleurs, le maudit, il m'avait fait une joke. On tournait... ça, c'était tellement malaisant. Je tournais une capsule avec un massothérapeute. Et là, j'étais torse nu. Puis tout de suite après le tournage, je m'en allais au lancement de saison à Denise Pelletier pour le théâtre. Puis là, je suis sur le plateau, je suis en bedaine. Et là, Marc, il fait « On aurait besoin de retouches pour Jean d'homme, mais retouchez-le avec de la crème Bodwig parce que j'avais pris un peu de poids. » Et là, le massothérapeute commence à me masser. Puis bon, il y avait un petit côté homo érotisant. Il y avait un malaise. Marc, à la caméra,
il se retenait de rire. Je le sentais qu'il était sur le bord de fendre. En plus, il me traite de gros. Et là, j'ai été massé juste d'un bord. Je suis sorti de là, j'étais comme ça, je conduisais ma voiture. Je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je me suis fait masser juste un côté. En tout cas, donc c'était, tu sais, alors, il y avait une proximité, il y avait une intimité, tu sais, on était tous présents au mariage de Stéphane Bellavance. Je veux dire, tu sais, on a... C'est ça, tu sais, Geneviève Néron, Bibi, sa fille, elle a, tu sais, je veux dire, elle a grandi avec nous autres sur le plateau, tu sais. C'est ça, donc c'est ça. Ça a vraiment été... tu sais, si c'était à refaire, je ferais tout exactement pareil parce que ça a été une école extraordinaire. Je suis très, très heureux de l'avoir fait. Et à ce jour, le fait d'avoir fait des capsules puis d'avoir parlé à une caméra, c'est ce qui fait qu'encore aujourd'hui, même si je travaille plus vraiment comme acteur, je travaille comme médiateur culturel en bande dessinée, comme chroniqueur. C'est ça qui a fait mon école. Et ça me sert à tous les jours de ma vie, ça. Et j'ai beaucoup plus appris là qu'à l'école de théâtre en essayant de respirer dans mes genoux. Respires-tu tes genoux maintenant ou pas tant? Non, j'y arrive pas. Ah non? Bon, peut-être un jour. Peut-être un jour. Non, ça, j'ai jeté la serviette. Ouais, c'est ça. Ouais. Avant de passer à un prochain projet, il y avait quelques anecdotes, je pense que tu voulais me conter. Tu sais, des tournages extérieurs, j'imagine, des fois, il fait froid. Oui. Y a-tu des fois que vous avez comme frôlé la pneumonie, il me semble, ou quelque Ouais. chose comme Moi, ça? Le premier tournage qu'on a fait, on était à l'extérieur de la roulotte. Il faisait -10. Puis on était là, hey, on arrive à Vrac le 1er janvier, tout ça. Puis j'étais en T-shirt, asti dehors. Il faisait -10. Ben ouais. Je me suis claqué une pneumonie. Fait que pendant 3 mois, là, j'avais le micro dans... Moi qui projette beaucoup, là, j'avais le micro dans la gorge. J'étais là, vert fluo, rouge avec des plaques. Puis à l'époque, le maquillage, c'était pas la télé HD, là. Fait que c'était vraiment, là, il m'étendait ça, là. C'était comme plâtrer un mur, là. J'étais vraiment Faisais ça au beurré. gun. D'ailleurs, j'avais la barbe trop forte à l'époque. Donc, quand je tournais le matin, il fallait que je me démaquille à l'heure du dîner, que je me rase puis que je me remaquille. Ben, voyons donc. Ouais, fait que c'était La vraiment... même journée. Ou la même journée. Ouais, ça, j'ai haï ça. Mais ouais, fait que j'ai attrapé une pneumonie. C'était-tu la même fois qu'il y avait comme un Père Noël homosexuel? Ou Ah quelque non, chose? ça, c'est autre chose. Non, Ah, là, tu sais, c'était Julie Snyder qui était la productrice. Celles et ceux qui ont eu l'âge d'avoir écouté le Point J, elle faisait souvent des stunts où elle allait tourner chez le monde. Elle débarquait avec une caméra. Puis au début, elle voulait ça. Et donc, on tourne une série de capsules de Noël, puis on va chez les gens. Et aujourd'hui, on ferait plus ça. Ça prendrait une personne qui accompagne le talent, donc l'animatrice, l'animateur. Puis là, moi, j'arrive dans une famille, il vient de se passer de quoi? C'est clairement ils viennent de se séparer. La maman est encore amoureuse du père. Oh. L'enfant est là. Le père, je sens un malaise. Il y a quelque chose qui se passe. Mais tu sais, on est garoché, on débarque là, tout ça. On tourne l'affaire. Puis là, moi, je sens un malaise. Fait que je me dis, non, il faut que j'en mette plus. Parce que l'enfant, moi, c'est ma préoccupation. Je tourne avec cette jeune fille-là. Faut qu'elle en garde un bon souvenir. Faut qu'elle soit bien. Là, en plus, il se passe de quoi dans la famille. Donc... Et là, l'équipe technique, le père est un peu insistant avec moi. Il me touche beaucoup. Je déteste être touché par des gens. Moi, j'ai besoin d'un bras de distance. Comme là, on est bien. Là. Ah, moi, je suis vraiment à l'aise. Ouais, Toi-même, à l'aise. comment vas-tu? J'adore. Excellent. Ça, c'est mon espace, OK? Voilà. Et donc, le père est un peu insistant. Et là, on finit le tournage. On est en retard. Puis, il faut s'en aller au prochain tournage en déplacement. Puis là, toute l'équipe technique sort d'un coup. Puis, je me retrouve tout seul avec la mère, le père et la petite fille. Et là, le père, il me dit... Hey, j'aimerais ça prendre une photo avec toi. OK. Et là, il demande à sa fille de tenir la caméra. Et là, il me prend, puis il me serre. OK. Il me serre. Et là, moi, je suis là, puis il me dit, ouais, viens, je vais te montrer des affaires. Là, la mère, je me souviens que la mère s'en va, puis il me dit, viens, je vais te montrer des affaires dans la chambre. Ah, belle. Et là, moi, je fais, oh, ben, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, la petite est comme un peu, puis là, je dis, Chris, c'est où l'équipe technique? Eux autres, ils m'attendent dans le troc. Ah, c'est ça. Je finis par sortir de là et je rentre dans le camion et eux autres, ils éclatent de rire et je leur dis, mais tabarnak, vous me faites plus jamais ça. Puis là, je leur explique. Et là, ils ont fait comme, oh, on s'excuse. Et là, je dis à Lise, il faut que tu sortes après moi. Je vais sortir en même temps que toi, mais tu peux pas faire ça. Ouais. Puis tu sais, une autre fois, on tournait, un spécial d'entrée, on tournait chez des jeunes à Boucherville. Ça, je m'en souviens très bien. Et on arrive chez la jeune...
chez la jeune fille, on fait une surprise. Et l'assistante, qui est aujourd'hui Julie Ross, qui est rendue une productrice, je salue Julie, je pense que c'était une de ses premières journées de tournage. Fait qu'elle est avec son pad puis ses releases pour faire signer pour l'autorisation des parents, tout ça. Et la porte ouvre et la mère est intégralement en petit bikini G-string avec des talons hauts. Puis elle fait « Ah, mon beau FX! » Mais là, la caméra est là, puis elle roule sur ma face. Et là, Marc Tardif, il pogne le Kodak sur moi, mais moi, je suis transparent, là, comme une porte patio. Et là, dans ma tête, je fais ah, fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, il y a Julie Ross qui est à côté qui fait comme qu'est-ce qui se passe? Et là, on essaye de. Là, Julie essaie de lui dire là, tu vas aller te couvrir pendant qu'on tourne dans la cuisine, tout le kit. Et là, on finit le tournage, puis elle me dit hey, FX, viens dans la chambre, je vais te montrer de quoi. Et ça là, finit tout le temps dans la chambre, t'es. Ouais. Et là, Julie Ross, elle m'a dit viens-t'en, gendarme, on est en retard. J'ai fait merci beaucoup, Julie. C'était vraiment malaisant. Tu sais, wouh! Mais ça, c'était les dangers de tourner de même en espèce de commando, tu sais, de gonzo. En ninja, tu sais. C'est ça. Fait que oui, il est arrivé des trucs de même. Puis il y avait pas une capsule avec des nains de jardin ou quelque chose comme ça à un moment donné. Ouais. OK. Alors ça, ça, c'est dû à un pétage de coche. Alors, dans le décor, il y avait un nain de jardin. Puis à un moment donné, on est en train de tourner les 6 dans la roulotte. Il fait chaud. On essaie de tourner une auto-promo. Ça fait une demi-heure qu'on essaye. Ça marche pas. Puis là, moi, je pogne les nerfs. Et je fais quelque chose qui est vraiment pas logique. Alors, je pogne le nain de jardin et je le zigne. Je fais ah! Et je le sors par la fenêtre. Mais les autres, ils laissaient tourner les caméras pour le party de Noël, pour les bloopers. OK. Qu'est-ce que vous pensez qu'on a vu au party de Noël? Gendarme qui zigne le nain de jardin. Et là, il est comme devenu le gag à l'interne, mais j'ai commencé à intégrer le nain de jardin qui était tout le temps quelque part avec. Puis ça a fini qu'on a organisé un concours, on a attaché le nain de jardin après des gros ballons à d'hélium avec un message écrit à la main qui a été retrouvé genre, je pense, au Nouveau-Brunswick ou quelque chose. Alors, tout ça est parti d'un pétage de coche. À ce jour, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans mon cerveau. Puis on a intégré ça. Mais les gens ne savaient pas ça du tout. C'était pas très gracieux, ça. Ça me dit quelque chose, cette affaire-là du ballon. Puis... Ah oui, le ballon, oui. Le signage, non. Non, le pas... signage, ça, moins. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait c'était devenu un auto-promo, un concours. Je me souviens plus comment j'avais intégré ça, mais finalement, il était là avec moi, le nain de jardin, tout le temps. Puis, et puis là, il m'en avait donné un deuxième que j'ai gardé à la maison. OK. J'ai mon nain de jardin qui tient ma porte encore. Ouais. Fait que, tu sais, Vrac Réalité, Réal TV, 5 ans à peu près. Un autre projet qui a duré quand même très longtemps, c'est L'Auberge du Chien Noir. Ouais, en fait, le téléroman roulait depuis 5 ans. Moi, je suis arrivé à la 5e année, puis je me suis rendu jusqu'à la dernière année, donc le téléroman a duré 15 ans. Fait que moi, j'ai complètement changé de public. Je suis passé d'un public jeunesse à un public fin quarantaine, début cinquantaine. Ouais. La question que tout le monde se pose, ça a-tu tout le temps été le même chien pendant 15 ans? Ou... Heureusement que non. Ah non? Non, puis moi, tu sais, moi, j'étais un gars à chien, j'adore les chiens. Okay. Puis là, les auteurs me disent, hey, là, ton personnage, le chien va devenir son meilleur ami. Je fais, ah, cool, c'est un caniche royal, qui sont pas reconnus comme étant les top chiens. Mais tu sais, un chien, ça dépend beaucoup des maîtres. Après la première scène, je suis allé voir Pierre, qui était sur le plateau. J'ai dit, ça se pourra pas, le chien, là. Le Christ de chien, ça se pourra pas. Un moment donné, je suis en train de tourner une scène, je suis avec José Deschênes sur le sofa, et le chien vient s'asseoir, le péteux sur ma face. Et je me suis vraiment reviré, puis j'ai regardé les 2 mecs qui étaient assis là, j'ai fait... What's up? On est à Radio-Canada. Il y a des gens... Tu sais, moi, j'ai tourné une pub à Los Angeles avec un chat. Et il y a 2 dames qui dressent des chats à Hollywood. La semaine d'avant, ils venaient de faire un tournage avec Will Smith dans un film, puis ils dressaient des chats, tu sais. Comment ça se fait qu'à Montréal, avec Radio-Canada, tu me pognes Gontran qui a un chien, ça devait être un ami de quelqu'un dans la production. Ce chien-là était pas formé pour faire ça. J'aime les chiens.
Mais lui, je t'avoue que... Puis ils l'ont changé pour un autre, mais après, le tort, c'était irréparable. Fait que je me suis tenu loin du chien après ça. Ah ouais, c'était mieux comme ça. C'est dur de tourner avec des animaux. C'est ça, hein? Ça, puis des enfants en bas âge. Puis j'ai connu les deux parce que dans ce téléroman-là, moi, j'étais là tellement longtemps que mon personnage, autant improbable que ça se pouvait parce qu'il était très nono, s'est fait une blonde puis il a eu le temps d'avoir des enfants, d'avoir un enfant. Fait que je tournais avec des jumeaux et qui étaient... Puis tu sais, ça demande beaucoup. Puis la dernière scène de l'auberge, je tournais avec un bébé naissant parce que ma blonde là-dedans accouchait de son deuxième, tu sais. Là, tu tournes avec un enfant naissant, tu peux pas dire, écoute, il y avait une semaine, cet enfant-là, tu sais. Fait que tu peux pas dire, bon, là, on va la refaire, toi, ça le fun, t'arrêtes, tu sais. Fait que tout à coup, dans le studio, il y avait. Fait que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration. Donc, ouais. Fait que après ça, le chien, c'était moyen. Mais tu sais, l'auberge, encore là, tu sais, c'est une autre. J'ai changé de famille, mais c'était une famille extraordinaire. J'ai retrouvé Jean-Pierre Chartrand qui jouait Lulu dans la réalité. J'ai tourné une scène avec lui en disant l'auberge chien noir, mais quel plaisir de se retrouver. C'était une super famille. Chaque année, en avril, on avait une session de brainstorming dans le chalet des auteurs, dans le coin de Rawdon, où tout le monde venait, préparait de la bouffe. C'était formidable. Isabelle Lem, comédienne que j'aime profondément, mais j'aime encore plus sa lasagne. C'est la conjointe de Stefano Feita. Puis un jour, je disais à Stefano, tu sais, ta lasagne, mon gars, là, à côté de celle de ta blonde, c'est de la merde, là. Ah ouais. Puis là, tu sais, lui, il fait comme, hey, comment ça? Je fais, non, mais Isabelle, ça. Moi, pour vrai, là, je me souhaite pas ça, mais si un jour je me ramasse en prison puis qu'on me dit ton dernier repas, qu'est-ce que tu veux? Je vais leur dire appelez Isabelle Lem, je veux une lasagne. Moi, là, à chaque party, à chaque année, je réservais mon carré de lasagne. Ah ouais. C'était non négociable. Je disais vous voulez que je vienne au brainstorm? Oui, je veux mon carré de lasagne d'Isabelle Lem. C'était vraiment formidable. Puis tu sais, c'était beaucoup dans l'esprit de Pierre et Sylvie qui sont vraiment des humains d'exception. Puis on travaille dans la collaboration, dans le plaisir. Tu sais, moi, ma première scène... C'est ça, parce que l'émission roulait déjà depuis un certain 5 temps. ans. Ouais. Toi, t'arrives là, ça ressemble à quoi, justement, ta première scène, première journée? Ça doit être intimidant un peu. Ben oui, puis c'était une scène dans le bar de l'auberge, tu sais. Puis j'ai une scène avec Vincent Gratton. Puis à l'époque, l'accessoiriste qui, quelques années après, est parti à la retraite, s'appelait Minou. Il fait « Minou! On a un gendarme qui commence avec nous autres. Ça serait le fun de le recevoir, hein, mon Minou? » Minou fait « Ouais. » Ça va me chercher un verre, tu sais. Puis d'habitude, quand tu tournes, tu bois de la fausse bière, tu bois de la... Tu sais, il n'y a jamais d'alcool. Des fois, il n'y a même pas rien dans le verre. Oui, ça, souvent, moi, dans les séries américaines, quand je les vois avec leur truc de café, puis qu'ils font « Oh, il n'y a rien dans ton verre, on le sait. » J'ai encore écouté un film hier, j'ai fait « Chris, mettez du liquide, s'il vous plaît. » C'est fatigant. Ils sont comme là avec leur café. Mais non, t'as pas de café, arrête. Fait que là, je m'assois, on commence la scène, puis je prends une première gorgée. C'est du cognac. OK. Et je fais « Oh shit! » Et je vois dans l'œil de Vincent Gratton, fier de Sacha. Puis là, on refait la prise après. Là. Je fais « OK, c'était ça. » C'est comme « j'étais pas prête à ça, tu sais. » Et donc, c'est ça. Moi, j'ai été accueilli sur ce show-là. Tu sais, j'avais mes scènes avec Claude Préjean, qui est un gars qui est originaire de la même région que moi, de Valleyfield, tu sais, que j'avais en haute estime. Puis là, je me retrouve à tourner avec ce gars-là, qui est un partenaire de jeu et un acteur extraordinaire que j'aime d'amour. Claude, je veux dire, si on me disait t'es pris avec un acteur avec qui tu vas travailler jusqu'à la fin de tes jours, Claude Préjean. Qu'elle dit, Claude, il le sait, j'y ai déjà dit. Fait que, tu sais, on a eu beaucoup de plaisir sur ce show-là. Je jouais un nono de service, puis... Ce qui faisait différent que d'habitude. Oui, c'est ça. Non, j'ai toujours joué les épais. Moi, j'ai commencé à jouer j'ai commencé à jouer les rôles qui m'intéressaient il y a quelques années à peine, quand finalement, j'ai fini par changer de vie professionnelle. Mais tu sais, moi, je voulais jouer les crottés, je voulais jouer les fuckés, puis je jouais toujours les nonos. Au théâtre, je jouais les nonos. Puis à chaque fois, il était toujours un peu plus nono que la fois précédente. Et donc, puis ce qui m'a amené à l'Auberge Chien Noir, c'est qu'avant, moi, j'ai connu Pierre et Sylvie sur Motulu, qui était une émission littéraire à Télé-Québec. Puis moi, j'étais leur chroniqueur bande dessinée pour la saison 2. Et Pierre était venu voir mon band que j'avais commencé à la télé communautaire, 3 briques dans un coffre à gants. Et là-dedans, moi, je jouais C'était des chansons d'amour qui finissaient mal, puis c'était toujours des chansons cochonnes, mais des chansons grivoises, mais toujours avec une poésie un peu douteuse, mais jamais rien de déplacé dans ce qui est dit, mais dans ce que ça suscite dans l'imaginaire. Fait que, tu sais, par exemple, on avait une chanson qui s'appelait « Te prendre ».
On avait une chanson qui s'appelait Va-t'en, je t'aime, qui racontait une relation impossible avec une prostituée. Le gars, il est amoureux de cette fille-là qui le vide de son argent. Et bref, mon personnage était vraiment prétentieux. J'étais en pantalon de cuir avec un jackstrap, avec des trucs assortis. J'avais un chapeau de poil. J'étais souvent en chest ou j'avais une cape qui fitait avec le jackstrap. J'envoyais chier le monde dans la salle. C'était vraiment décadent. Et Pierre voit ça avec Sylvie. Ils viennent voir le show. Puis là, au party de Noël de Motulu, ils me disent « Hey, écoute, parce qu'à l'Auberge du Chien Noir, ils recevaient des musiciens. Puis là, ils me disent « On aimerait ça te recevoir comme musicien, mais on trouvait pas le moyen. Fait qu'on sait pas si ça te tente, mais on t'écrirait un rôle. Puis ton personnage, il viendrait à la fin de la saison, il viendrait performer avec son groupe de musique. On est au party de Noël, puis moi, il m'offre un rôle en continuité dans un téléroman qu'ils vont écrire pour moi, sans audition. Aïe, aïe. Et on a fait Va-t'en, je t'aime. Et là, on est arrivé en studio. Et là, les gens des costumes m'avaient sorti des chemises à franges puis de Francis Martin avec des espèces de... Puis là, j'étais dans un bain avec des... Puis là, je me mettais des pichets d'eau comme Néron sans wet t-shirt. Puis là, je criais « Va-t'en, je t'aime! » Puis là, j'avais des fans avec du vent. Puis, mais moi, je disais à Pierre et Sylvie, vous êtes sûrs, là? Parce que ça va péter, là. Ce lundi soir-là, vous allez recevoir des courriels jusqu'à minuit. Puis Pierre était comme « Non, c'est cool! » Et Et je me souviens de Claude Préjean qui est en arrière du bar dans son personnage, puis personne ne connaissait ce travail-là de moi, de cet univers-là. On avait produit un disque, puis tout ça. Puis moi, je rentre sur scène avec le jackstrap, puis il y avait Sylvie aussi qui était là. Voyons, comment s'appelle-t-elle, la comédienne que j'aime aussi? Ah, ça fait trop longtemps. Ma belle Sylvie, tu le sais. Elle l'éclate de rire. Elle fait « Mais câlisse, qu'est-ce qu'il fait là en jackstrap? » Les figurants sont comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis moi, j'envoie chier le monde, puis je pars la toune « Va-t'en, je t'aime », puis je performe ça devant eux autres. Puis là, c'est passé en diffusion. C'est une des rares fois que je me suis assis devant la télé pour regarder. OK. Parce que je voulais voir la dérape. Et j'étais dans mon salon avec mes filles puis ma blonde, et je hurlais de rire, puis je me disais « Oh man, ils sont tellement dans la merde. » Ça n'a pas été coupé, là. Non, ça a passé, mais ils ont reçu des... Ça a l'air que ce coup-là, là, c'était la première fois que l'émission... Puis tu sais, c'était au début, là, les courriels, tu sais, 2005-2006, là, c'est là que ça commençait à... Vraiment. Et ouais, fait que merci Pierre et Sylvie, j'ai réalisé... Et c'est la dernière fois qu'on a performé avec trois. Fait que moi, j'ai commencé d'un bar à la télé communautaire avec ça, puis j'ai fini devant 1 million de téléspectateurs. Ouais, à chanter Va-t'en, je t'aime. C'était formidable. Ouais. Puis tu sais, ton rôle, c'est un nono. Est-ce Ouais. que c'était ça à la base Oui. ou c'est comme ça qu'il avait vu? Oui, ou... mais c'est-à-dire que Pierre et Sylvie, avec l'équipe de production, on se disait ouais, ça serait le fun qu'il soit vraiment, tu sais, nono, mais pas subtil. Puis bon, il y avait déjà François Lécuyer qui jouait le rôle du comptable, Denis. Puis tu sais, Denis, c'était un personnage très expansif et François embrassait ça dans sa performance. Puis je me disais, je peux pas être à côté de François Lécuyer puis essayer d'accoter ça. Donc, moi, je suis arrivé en répétition et j'ai proposé l'inverse. Je me suis dit, faut que je sois le plus naturel possible. Fait que plus la situation est absurde, parce que c'est ça, le personnage, il se pouvait pas. Je veux dire, ce gars-là, il se pouvait pas. Mais je me disais, il faut que je le joue le plus naturellement possible. Et là, Pierre et Sylvie se trouvant drôles, on dit, ah ouais, on va te donner un défi. Fait que ils ont décidé de faire en sorte que mon personnage avait une fixation sur les clowns. Et une fois par saison, mon personnage se déguisait en clown. Moi qui haïs les clowns. Puis là, il fallait... Puis là, il me disait, t'es bon, tu vas trouver un moyen de rendre ça correct puis que ça passe. Puis là, je me souviens d'avoir reçu mon texte puis de faire, mais comment je peux jouer ça pour que ce soit vraisemblable puis que les gens se disent, oh, ce gars-là, il tripe ses clowns puis c'est correct. Puis je l'ai fait. Puis là... Pierre, il est venu voir, il m'a dit, tu sais que t'es dans la merde parce que t'étais bon. Ah non. J'ai fait, ah, fuck. Chaque saison. Fait qu'à chaque saison, puis tu sais, moi, passer 5 minutes sur une chaise de maquillage, je commence à m'ennuyer de ma vie, de ma liberté. Puis tu sais, un clown, c'est 1 heure de maquillage. J'ai trouvé ça souffrant à chaque fois. Mais je l'ai fait. Puis, et ça aussi, les gens m'en parlent beaucoup du clown. Ah ouais. Ouais. Il te parle-tu beaucoup aussi de la scène avec un citron, il me semble? Il y avait quelque chose... Ouais, ben en fait, il y a eu mes 2 plus gros fous rires. J'étais avec Brigitte Lafleur, je jouais son frère là-dedans. Puis à un moment donné,
Puis là, moi, j'étais barman. Puis au début, une réalisatrice, elle me disait, là, il faut que tu fasses comme Tom Cruise, que tu balances des bouteilles. Je fais, Chris, ça se pourra pas, là. C'est impossible. Flair. Fait que moi, là, pour mes raccords, j'essuyais toujours des bouchons de bière. Quand on me voit au bar, là, j'ai toujours, pour mes raccords, je suis toujours comme ça. Fait que comme ça, je pense pas à, je tenais la bouteille comment dans la scène précédente. Je suis toujours comme ça. C'était toujours de même. Parfait, je venais de régler ça. Puis là, il y a une scène où la réalisatrice, elle me disait, ouais, là, faut que tu sois occupé, tout ça, tu sais. Puis là, il fallait que je coupe des citrons. Puis là, je coupe un citron. Puis ça fait 4 fois qu'on recommence la scène parce qu'il y a un figurant qui arrête pas de parler. Ben voyons! Ah non, c'est terrible. Puis là, on est à bout. C'est en fin d'après-midi. Puis là, j'étais avec Brigitte. Puis là, ça va bien, la scène. Là. Il a fermé sa gueule, le figurant. Je coupe le citron et je reçois un jet de citron dans l'œil. Clair de même. Mais là, tu sais, j'ai la caméra d'en face de même. Puis je continue de faire comme s'il n'y avait rien là. Puis... Et là, j'avais l'œil rouge, là. Ça commençait à changer de couleur. Puis là, Brigitte, elle éclate de rire. Elle fait gendarme. Je dis, non, mais je voulais finir la scène. Et l'autre scène, c'était avec Widmere Normil, qui mesure 6 pieds 5, un grand gars. Puis on joue une scène où Brigitte vient de se faire opérer, puis elle est entre la vie et la mort. En tout cas, c'est dramatique. Puis là, j'étais avec Wid dans un décor beaucoup trop petit, puis il y a le lit d'hôpital. Puis là, lui, il est de l'autre côté, puis on est en train de s'engueuler. Il y a comme un argument. Et là, lui, il traverse le lit pour venir me parler. Mais Wid, il a les pieds à peu près ça de long. Sans blague. Et là, Wid, il accroche le lit. Mais je vois dans sa face en me regardant que ça n'a pas paru. Mais Chris, le décor, il fait ça de même. On voit le mur. Et là, il continue la scène et je fends en deux comme une bûche. Et là, le plateau se met à rire. Là, on fait OK, on va en refaire. Mais là, on est vendredi, il est 4 heures. C'est une tempête de neige dehors. On est brûlé de notre semaine. Et là, je le vois dans les yeux de Wid qu'on réussira pas à la faire, la crise de scène. Parce que là, il va refaire le tour du lit, puis on va juste penser à ses pieds. Lui, il va penser à pas s'accrocher. Écoute, c'est la seule fois sur un plateau où le réal s'est fâché, puis je me suis fait engueuler. Mais on avait perdu le contrôle. Tu sais? Mais c'est des moments comme ça, t'embrasses ça, puis tu fais... C'est quand même le fun de ma job. Pour tous les côtés pas le fun de me chercher du travail, passer des auditions de pub pour arrondir mes fins de mois et faire plein de trucs que ça te tente pas. Mais quand tu fais ça, puis qu'il arrive une chose de même, c'est le souvenir que t'en gardes. Et ce fou rire-là... moi, j'aurais aimé que le public... Et je comprends pas pourquoi ils faisaient pas des spéciales bloopers à Radio-Canada, parce que, mon Dieu, que... Il y en avait. Ah, il y en avait vraiment beaucoup. Parce que quand tu tournes avec des gens pendant 10 ans, ben, tu développes... Comme à Vrac, tu développes une chimie, puis à un moment donné, ben, ça peut déraper. Tu sais, t'es au lunch, puis tu niaises, puis tu parles d'une affaire, puis t'amènes cette énergie-là dans la scène. C'est ça. Des fois, on était comme vraiment des gamins, là. Mais pourquoi tu penses que ça a duré 15 ans, cette émission-là? Ce qu'on se faisait dire, et je me fais dire encore à ce jour-là, parce que je m'en fais encore parler beaucoup de l'Auberge Chien Noir, les gens nous disent « on s'ennuie de vous autres », c'est que, puis je pensais beaucoup à mes collègues, tu sais, qui jouaient sur d'autres téléséries où, tu sais, sa scène, c'était ma femme s'est suicidée, mon meilleur ami s'est pendu, puis mon char prend feu, puis... Là, nous autres, on arrivait avec une émission où c'était comme un peu plus hop la vie. Il y avait des performances musicales. Il y avait des moments un peu plus dramatiques, mais somme toute, c'était quand même bon enfant. Et les gens aimaient ça. C'était comme puis c'était un rendez-vous familial. Il y a des gens, il y a des enfants qui ont grandi encore la semaine passée. Il y a un gars dans le milieu trentaine qui me dit « Moi, man, j'ai commencé à écouter l'Auberge Chien Noir, j'écoutais Vrac, puis j'ai fini... Je vous écoutais jusqu'à la fin. J'ai grandi. C'était un rendez-vous familial. Alors que, tu sais, quand tu vois une série où tout le monde, tu sais, il cherche un meurtrier ou, tu sais, les acteurs s'époumonnent à jouer des affaires qui sont impossibles à jouer, là, t'arrives avec l'Auberge Chien Noir, puis c'est comme, ouh, vous allez passer 1 heure, vous allez oublier vos soucis, vous allez passer un bon moment. Tu sais, on était regardés de haut. Beaucoup d'humoristes qui riaient de nous autres, beaucoup de gens du milieu qui riaient de nous autres, un certain Hugo Dumas qui fait de la critique de télé, qui passe sa vie à parler d'occupation double, puis qui trouve que c'est la meilleure invention depuis le pain tranché, alors qu'il vomissait sur nous. Mais c'est drôle parce qu'en coulisses, moi, j'ai beaucoup de collègues actrices, acteurs qui me disaient « Hey, vraiment, man, moi, je la ferais. Tu sais, je serais content d'avoir un job de même parce que
vous revenez. On était tout le temps renouvelés, saison après C'est saison ça, après saison. Tellement qu'à un moment donné, on se disait, mais est-ce que ça va finir, ce show-là, à un moment donné? Puis Justement, ça s'est fini comment? Saviez-vous que ça allait se finir, oui, cette il y a un moment saison-là, donné, à la fin ou- d'une saison, ils nous ont dit, l'année prochaine, ce sera la dernière saison. Et là, mon cher ami, tu le sais, sur un plateau qui dure le moindrement quelques semaines, quand un acteur, une actrice tourne sa dernière scène, on l'applaudit. Hey, cette année-là, mon gars, là, on a-tu braillé notre vie? Là? Alors, c'était la dernière scène de José Deschênes. Bravo, José! Puis c'était tout le temps ça. Puis là, les gens descendaient du bureau. Puis, fait que là, on était tout le temps rendus en studio, finalement, pour applaudir nos... Puis, tu sais, nous, la dernière scène qu'on a tournée, c'était... ma blonde, là-dedans, venait d'accoucher. On avait un bébé naissant, comme je parlais plus tôt. Et là, moi, c'est ma dernière scène. Fait que j'étais avec le petit garçon qui a à peu près 1 an et demi. Puis là, l'actrice qui joue ma blonde est là, elle a son bébé dans les bras. Puis là, on est sur sur un plateau avec un enfant naissant. Moi, je perds complètement de vue que c'est ma dernière scène parce qu'on est tellement focusé sur l'enfant que c'est qu'il n'y ait pas de bruit, la mère est pas loin, mais l'actrice, elle, vient d'accoucher. Fait qu'elle a des montées de lait. Fait que là, tu te dis, il faut pas que l'enfant se réveille. Et là, on est comme dans une bulle. Puis en plus, je suis déguisé en clown, Chris. Fait que j'ai du maquillage, tout le kit. Fait que moi, je m'en vais tourner ma dernière scène, mais et là, on tourne le truc, puis... Et là, on entend... Et coupé! Alors, c'était la dernière scène de Jean-Dominique. Merci, Jean-Dominique. Et là, moi, j'ai un bébé d'un bras, j'ai l'enfant à côté de moi. J'ai ma partenaire, je suis en clown. Là, je fais, hein? Mon cerveau est pas capable de processer que là, moi, je m'apprête à faire mes adieux à ma famille des 10 dernières années. Et j'ai l'air d'un con parce que je suis en clown. Et il y a Pierre et Sylvie qui sont là, qui sont super émus, mais en même temps, je vois d'en face de Pierre qui fait comme je l'ai fait brailler en clown, le maudit. Et là, écoute, c'est comme l'adrénaline qui venait de lâcher. Mais ça a été ça pendant toute la dernière saison de Bravo. ouais. Puis tu sais, les auteurs et Radio-Canada nous ont reçus au Lion d'Or. Et on a fait un spectacle. Tout le monde faisait un spectacle. Fait qu'on a fait un spectacle d'adieu entre nous autres, pour nous autres. C'était Cool. extraordinaire. Et encore là, ces gens-là, quand je les croise, il y a un lien qui est là, qui nous unit. On a fait cette chose-là. On a fait exister cette chose-là. Et cette chose-là a existé grâce aux gens qui, à tous les lundis, nous écoutaient. Et sans égard à certains critiques, humoristes qui nous méprisaient, des gens du milieu... Quand tu as une tribune, quand tu as ce privilège-là de faire ce métier-là, fais-le. Fais-le au meilleur de tes capacités. Fais-le dans le respect des auteurs, dans le respect de l'équipe, de tes partenaires. Fais-le dans le respect du public. Fais-le. Trouve ton plaisir là-dedans. Parce que tu n'es pas en train de... Et tu sauves pas plus une vie quand tu tournes une séquence qui te sort un enfant de la noyade puis que ton char est en feu. Ça, pour moi, artistiquement, ça n'a pas plus de valeur que de faire quelque chose d'un peu plus variété. Pour moi, il n'y a pas d'échelle de valeur là-dedans. Okay. Dans un comme dans l'autre, on fait un travail. Et on fait ce travail-là dans le respect, au meilleur de nos capacités. Et ce sont les gens qui reçoivent à la maison qui, ultimement, auront à juger ça. C'est comme quand je jouais au théâtre, j'ai joué dans des pièces où on a eu un fun incroyable sur scène et les gens dans la salle s'ennuyaient. Puis les critiques venaient... Moi, je ne lisais pas les critiques dans les journaux parce que je me disais, l'ultime critique, c'est la personne qui décide de se payer un billet, paye la gardienne, paye le restaurant, paye le stationnement, vient s'asseoir dans la salle. Est-ce que tu as eu une belle soirée? Oui, parfait. Critique un tel, ce qu'il en a pensé, j'en ai rien à cirer parce que ça fait appel à mon ego. Puis mon ego, il n'est pas important. Mm-hmm. Alors, la télévision, c'est pareil. Fait que moi, peu importe les contrats que j'ai eus, tu sais, quand on faisait vrac, il y a des gens qui me disent « Ah, la télé-jeunesse, c'est pas... » Moi, tu sais, je fais de la vraie télé. Moi, tu sais, je suis... Hey, va chier. Va chier. Mon travail n'a pas moins de valeur parce que je fais de la télé-jeunesse. C'est quoi? Il n'y a pas d'échelle de valeur. Puis des fois, c'est encore plus d'impact parce que les jeunes... ils s'en souviennent, tu sais, tu parlais de Radio Enfer dans une galaxie, ça a tellement marqué. Ben là, dans une galaxie, aussi, là, je veux dire, c'est encore actif. Ils font des films, ils font des livres, tu sais, je veux dire... Il y a des fan clubs. Ben oui, c'est encore là. Alors, tu sais, c'est aux gens de décider. Alors,
Pourquoi ça a duré si longtemps? La raison qui explique l'attachement du public à ça, je ne le sais pas. C'est pas à moi de répondre à ça, mais ce qu'on me disait, c'était ça. Et ils étaient très attachés au personnage. Ils étaient très attachés à cet univers-là. Et Puis tu sais, tu parlais de privilèges. Je pense qu'un des gros privilèges que tu as eu, c'est de jouer avec Gilles Latulippe. oh boy. Moi, j'ai été très, très chanceux dans ma carrière. Tu sais, au théâtre, j'ai joué avec Benoît Brière, Rémi Gérard, Pierrette Robitaille dans le même spectacle. J'ai joué avec Madame Suto. Et à un moment donné, à l'auberge, je reçois un texte, puis là, on est en répétition, puis je sais que j'ai des scènes avec un embaumeur. Et là, Vincent Gratton, il me dit « Hey, toi, tu vas capoter quand tu vas savoir qui joue l'embaumeur. » Je fais « Ben ouais, on sait qui. » Il fait « Non. » Il dit « Horde, là, personne ici va te le dire. » Mais il dit « Tu vas pogner de quoi, mon gars? » Parce que, tu sais, moi, j'ai commencé d'un bar. Moi, j'ai un immense respect pour la variété. Je viens d'un milieu modeste. Je suis un être modeste. Je ne vis pas dans l'opulence. Je ne l'ai jamais été. Tu sais, j'écris pour le Journal de Montréal comme chroniqueur bande dessinée. Pour moi, c'est élitiste de penser que dans mon travail, je dois m'adresser juste à une strate. Moi, je me dis, tant mieux si mon travail rejoint le plus grand nombre. Tant mieux, parce que c'est à ça que ça sert. Tu comprends? Et donc, puis tu sais, quand je suis arrivé sur Virginie, la première personne qui m'a accueilli sur le plateau de Virginie, un vendredi après-midi où j'étais pris dans le trafic, puis j'étais sûr que j'arrivais en retard, c'est Claude Blanchard qui fumait sa clope dehors, qui fait « Hey, le jeune! » Je fais « Bonjour, M. Blanchard. T'es en retard. » Je fais « Ah ouais? » Il fait « Mais non, c'est une joke! » Puis j'étais comme Je viens de rencontrer Claude Blanchard, me fait une joke. La première personne de la colonie artistique que j'ai rencontrée sur mon premier plateau professionnel, c'est lui. Et d'ailleurs, Claude, M. Blanchard, Dieu ait son âme, la semaine d'après, je tourne une scène, je suis pas content de ma scène. Il vient me voir, il fait « Hey, le jeune, on va te donner un truc. Quand t'es pas content de ta scène, il reflont pas ici. Là. » Il dit « Deux affaires. Enfarge-toi dans le décor, lâche un tabarnak. Moi, il est obligé de recommencer. » Alors moi, j'ai pris ça, j'ai mis ça, cette carte-là, dans ma manche. Écoute, ça, c'était en 2000. Je pense, une des dernières années de l'auberge. Fait qu'on était en 2014-2015. Moi, c'était très rare. J'ai jamais demandé de recommencer une scène. J'arrivais super préparé. Puis, tu sais, je suis très exigeant envers moi-même. Trop, des fois même. Mais, tu sais, pour moi, c'est important de travailler dans la rigueur. Et là, je fais une scène, là, puis ça marche pas. Là. Et là, j'ai ma petite carte Claude Blanchard. Et là, il y a Jocelyn, le caméraman, qui est le spécialiste de la Steadicam à Radio-Canada, en tout cas à l'époque. C'est un ancien militaire, un gars extraordinairement gentil, ultra compétent. Lui aussi pince sans rire. Et là, je suis en train de faire la scène. Ça marche pas. On est en retard. Je peux pas commencer. On peut pas la recommencer. Puis, je peux pas, moi, mon âme et conscience, dire un lundi, ça va passer. Le commun des mortels le verra pas, mais je serai pas au meilleur de moi-même. Puis, tu sais, au meilleur de moi-même, quand tu considères que tout le monde est meilleur que moi, c'est pas si haut que ça. Fait que j'ai pas le droit à l'erreur. Et là, donc, je m'enfarge dans le décor, puis je lâche un tabarnak. Je sors ma carte Claude Blanchard, puis je la mets sur la table. Là, je fais « Oh, excusez-moi. OK, on va la refaire. On se replace, tout le monde? » Puis là, Jocelyn, il s'accote sur le bord. Le caméraman, il fait... Il dit ça, c'est l'école Claude Blanchard, hein? Il savait, hein? Oh, wow. J'ai fait fuck. C'est tout. Classique. Il m'a juste dit ça de même. Avec son petit regard, Jocelyn, j'ai fait fuck. Lui, il l'a catché. C'est la seule fois que j'ai sorti mon Joker Claude Blanchard. Mais pour moi, c'est important. Et donc là, j'en reviens à l'auberge Chien Noir. Avec Monsieur Latulippe. Ouais, oui, c'est ça. Donc là, je suis dans le local de répétition. Je suis en train de répéter ma scène et je vois dans mon champ de vision périphérique Gilles Latulippe. Et je fais « Oh fuck ». Et je me reviens d'abord. Puis là, je vois Vincent Gratton qui fait « Hein? Il est-tu content, le garçon? » Et là, moi, je fais « Asti, je vais passer une journée de plateau avec Gilles Latulippe. » Pour moi, Gilles Latulippe, tu sais, quand Gilles Latulippe est décédé, pas longtemps après ça, d'ailleurs, après ce tournage-là, c'est toute une tradition du théâtre burlesque qui disparaît au Québec. Et Gilles Latulippe était quelqu'un qui se consacrait corps et âme à ce travail-là. Et il allait à New York dans une grande bibliothèque de textes dramatiques, tout ça, et il sortait des pièces de boulevard des années 20, des années 30 de Broadway et de Off-Broadway et du théâtre américain, et il traduisait ça, il écrivait, il étudiait ça. C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Et pour moi, Gilles Latulippe, je sais qu'il y a
la grande majorité des acteurs se disaient, voyons, Gilles Latulippe, il fait des... Toujours en train de... Tu sais, il fait de la variété. Mais faire de la variété, là, c'est tellement dur. Et encore là, moi, il n'y a pas d'échelle de valeur. Et ce gars-là, c'est une Formule 1. Et donc, Comment ça s'est passé, la scène? c'était extraordinaire. Ce gars-là était 10 minutes en avance sur tout le monde. Fait que quand tu tournais une scène avec lui, si tu avais le malheur d'être obligé de la refaire, tu savais qu'il changeait sa joke, puis tu le savais que plus ça allait, plus sa joke faisait mal, puis plus c'était difficile de pas rire. Puis M. Latulippe, là, il avait 75 ans, je pense. Il rentre en studio, là, raide comme une barre, salue tout le monde, fait des jokes entre les prises, parce qu'il sait qu'il est Gilles Latulippe. Il sait ce qu'il est, puis il sait que les gens sont là, puis parce que, bon, ces gens-là ont grandi en écoutant le Capitaine Bonhomme, ils jouaient là-dedans. Et donc, il sait que qu'être Gilles Latulippe, ça vient avec ça, tu sais. Il est super généreux. 12 heures de il se plaint pas, il s'assoit pas, il demande pas de boire d'eau. Puis à un moment donné, on est en arrière du décor, puis on attend de tourner une scène. Puis il est face à moi, puis on est dans le silence, tu sais. Et moi, j'ose rien dire, c'est Gilles Latulippe, tu sais. Il me regarde, puis il me dit, toi, t'as déjà joué dans un cabaret, hein? Et là, je fais, ouais. Ah ouais, moi, j'ai commencé à 15-16 ans. Il fait, ça paraît. Et là, mon gars, là. Qui est un compliment. Et... c'était mon trophée, là. C'est ma médaille que je garde tout près de mon cœur encore parce que. Puis, tu sais, je venais de finir de faire. Il y a quelques années auparavant, j'avais joué pour Denise Filiatro au théâtre, tu sais, puis c'était la même affaire. Mon rapport avec Mme Filiatro, c'était ça. C'est que, de toute façon, Mme Filiatro était convaincue que j'étais un humoriste qui avait inventé un CV d'acteur. Puis que j'y faisais croire que j'étais un acteur alors que j'étais un humoriste. Puis je disais, mais non, Mme Filiatro, je suis pas humoriste. Ah non, Chris, t'as fait l'école de l'humour, toi, petit le duc. Non, 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 non. Fait que, tu sais, de me faire dire ça par Gilles Latulippe. Puis c'est un vieux routard. Il savait ce que ça représentait pour moi. Et c'est comme si c'était une marque de respect. On venait de passer une bonne journée ensemble à travailler. Il a vu comment je travaillais. Il a compris, il a senti ça, il a détecté ça chez nous et il a tenu à me le dire. Parce que ça vient aussi avec la position de donner une tape dans le dos à un plus jeune. Tout à fait. Et ça, et on était tous les deux tout seuls derrière le décor, tu sais. Fait que personne n'a assisté à ça. Et tant mieux, parce que c'est un moment que je chéris à ce jour, parce que c'est une immense reconnaissance, tu sais. C'est de te faire dire, tu fais partie de mon clan. Puis quand on a fini la journée, je me suis permis d'aller le voir, puis je dis merci beaucoup, M. Latulippe, c'est une journée formidable. Il me dit toi, je joue au théâtre. Oui, oui, oui. Il dit on va te donner le numéro de mon assistante, là. Il dit envoie-y une affaire, là, puis il dit on va te rappeler. Et il est décédé pas longtemps après. Mais moi, le but, puis j'ai dit, M. Latulippe, j'irai jouer une fougère sur scène avec vous, et je serai le plus heureux des hommes à jouer la fougère. Tu jouerais même un clown avec lui? Ben là, je pourrais pas parce que malheureusement, il est décédé. Mais Ah si M. Latulippe m'avait demandé de jouer un clown, j'aurais dit Tout oui! C'est sûr et T'aurais certain. fait, Ouais. Au-delà de ta peur. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est déjà tout là, pour aujourd'hui. On aurait pu en parler 2-3 autres projets, mais Ouais. c'est quoi qui s'en vient là, pour toi dans les qui s'en vient? Parce que là, t'es surtout dans BD là, maintenant. Ouais, là. c'est-à-dire que moi, j'ai progressivement, et ça, c'est grâce à la réalité, c'est que j'ai progressivement effectué un changement dans ma carrière. C'est que, à réalité, un jour, je remplaçais à pied levé Geneviève Néron. Je tournais 10 capsules à elle, puis la 10e capsule de la journée, c'était une capsule sur le maquillage. Et en 2001, il était mal vu qu'un garçon parle de maquillage à la télévision. C'est vous dire. Alors que moi, je maquillais mes filles à l'Halloween parce que j'étais un acteur formé, j'ai appris à me maquiller. Tu sais. Donc. Et là, ils me disent, ben là, faut qu'on trouve de quoi. Puis moi, dans mon sac, j'ai toujours de la BD. Fait que je dis, j'ai de la bande dessinée, je pourrais faire une chronique sur la BD. Et là, je fais une chronique, je présente le photographe d'Emmanuel Guibert. Alexandre Bernard à la radio de Radio-Canada voit ça à la télévision, les réalisateurs à la radio de Radio-Canada. Il m'appelle et me dit, je veux te tester sur une émission qui va s'appeler Bande à part à la radio. Je veux que tu viennes parler à la radio de bande dessinée. J'ai fait ça a marché. Motulu sont venus me chercher parce qu'ils m'ont entendu à la radio. Fait que, puis à partir de 2011, je suis rentré à l'emploi du Journal de Montréal et donc là, sous peu, je vais perdre ma pige. Ça aura été ma plus longue pige, hein? Journal de Montréal, 15 ans. Ouais. Et donc, bref, et là, tranquillement, parallèlement à mes activités d'acteur,
ben, je commence à couvrir la bande dessinée. Puis là, ben, cette chose-là a pris de... Puis là, j'ai commencé à écrire des livres et ça commençait à prendre de plus en plus de place. Et je savais qu'à la fin de l'Auberge du Chien Noir, moi, je venais de finir 5 ans à réalité, 10 ans à l'Auberge du Chien Noir. On arrive en 2016, je me dis, bon, moi, j'ai été associé à 2 séries. Je sais que ce qui s'en vient, c'est de la vache maigre. Je sais que je vais... Tu le sentais. Ben oui, je le savais. Et effectivement, elle fut très filiforme, la vache. Et donc là, tranquillement, puis aussi parce que j'ai tellement été choyé, j'ai travaillé dans des super conditions avec des belles familles. euh, puis là, C'est tough à retrouver, ça. oui, puis là, le milieu, il y a de moins en moins d'argent. La COVID est arrivée. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression sur les plateaux. T'arrives, t'as 30 pages à tourner alors que tu vas en tourner 10, 12 dans ta journée. Tout le monde est ses nerfs. Tu sais, il y a une jeune technicienne une jeune assistante qui est décédée dans un accident de la route sur un plateau À de cause du télé. manque de sommeil. Oui, manque de etc., là. sommeil. Fait que tu sais, je voyais ça venir puis je me disais, hey, moi, j'ai-tu encore envie de passer des auditions pour essayer de me pogner une pub où je mange un sandwich puis qu'on va me dire, hey, il y a 20 ans, ça te donnait 5000$. Aujourd'hui, ça va t'en donner juste 500 parce que ça s'en va sur le web. Alors là, puis j'étais plus vraiment... Donc, puis paradoxalement, je commençais les rares fois où on m'offrait des rôles comme dans District 31, comme dans Indéfendable. C'est des personnages on me faisait enfin jouer des affaires que je voulais jouer. Mais j'étais malheureux, puis j'étais tanné de courir. Donc, finalement, j'ai vraiment... Puis j'ai commencé à donner des conférences sur la bande dessinée dans les écoles en 2018. Puis là, c'était extraordinaire parce que rentrer dans une école, quand je faisais vrac, c'était impossible. Avant l'enregistrement, j'ai fait une école, j'ai fait 4 heures de conférence aujourd'hui. Puis tu sais, j'ai encore le réflexe de « Ah, il y a des gens... Ah non, c'est vrai, ils me connaissent pas. C'est ça. C'est correct, ça va. Leurs parents m'écoutaient, mais eux autres, ils n'ont aucune... Fait que c'est cool, tu sais. Donc, moi, maintenant, ma pratique, c'est que je fais de la médiation culturelle en bande dessinée. Donc, je présente des conférences dans les écoles, dans les bibliothèques. J'anime des clubs de lecture en milieu carcéral, en bibliothèque. J'écris des livres, j'écris des articles. J'anime un balado d'entrevues sur la bande dessinée. Donc, je fais de la formation auprès de libraires, auprès de bibliothécaires. Puis, tu sais, je ferme pas la porte au travail d'acteur. C'est juste que je vis maintenant à Matane. Donc, je me dis, s'il y a quelque chose, si la vie m'offre quelque chose et que ça se peut et que c'est cool, je vais revenir le faire avec grand plaisir, tu sais. Puis comment on peut faire pour te contacter si jamais... Ben, vous venez à Matane, venez prendre un voilà. café. Ben non, ben, j'ai un site web, jean-dominique-leduc.ca. On peut me joindre là, sur cette plateforme-là. J'ai une page Facebook. Donc, tu sais, si vous me googlez, vous allez me trouver. Fait que je suis toujours ouvert à jouer des super projets. Mais c'est vrai que j'attends plus après ça parce que l'attente... Puis c'est ça aussi. C'est qu'un acteur, une actrice, si t'as pas de projet, si t'as pas d'équipe, si t'as pas de texte, ben t'es assis chez vous puis il se passe rien. Puis là, la tête, elle tourne, puis Ouais. là, tu penses trop, puis... Puis, tu sais, en 2009, avec Antoine Mongrain, avec qui je faisais vrac, on avait lancé la web-série Has-Been, qui était des sketchs de 2 gars qui ont connu la gloire à la télé-jeunesse, puis 10 ans plus tard sont paumés, ce qui était pas mal la réalité, finalement. Puis, tu sais, on a fait ça pendant 2-3 ans. On a commencé ça qu'une caméra à 200$, on a fini avec une équipe technique. Mais, tu sais, c'était le fun à faire, mais c'était tellement de travail. À un moment donné, tu te dis, hey, moi, là, je suis tanné de me vendre. J'ai adoré faire ce métier-là. J'avais l'impression que j'étais enfin prêt à commencer à le faire, ce métier-là, quand tout à coup, ben, les offres ont commencé à arrêter, puis que j'ai arrêté de courir. Puis, tu sais, moi, je vais pas d'un première, je vais pas... J'haïs ça, moi. C'est un peu lèche-cul. là, Non, c'est c'est pas moi, trop- ça m'énerve. Moi, tu sais, je finis mon tournage, je rentre chez nous, je vais rejoindre ma famille, c'est ça, tu sais. Fait que j'ai été très heureux de faire ça. Fait que si vous me cherchez, je suis jamais loin d'une bande dessinée. Très heureux de faire ce travail-là. Et puis, si jamais vous avez un nouveau film d'action et que... parce que là, Bruce Willis travaille plus beaucoup. Mais non, c'est ça. Fait Puis, je sais pas, tu sais, j'ai Donne perdu, backup. j'ai perdu 70 livres, là, tu sais, puis tout ça. Fait que moi, je suis prête à jouer dans un film d'action québécois, là, sans problème. Appelez-moi. Bon, ben là, fait lancer. Merci beaucoup d'être venu, pour vrai. Hey, Jean-Dom. merci C'était vraiment très, très cool. beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à de Matane pour venir nous voir. C'était très cool. Juste pour toi. Voilà, juste pour moi. Est-ce que tu aimais ça? J'espère que tu aimais ça. C'était correct, hein? Moyen. Ouais, OK. Au moins, il est honnête. Au moins, il est honnête. Ouais, Bon, c'était moyen. OK. Si Ben- j'avais un agent présentement, il serait vraiment le temps qu'il vienne me chercher, mais j'en ai plus. Ah non, merci vraiment. Cool. C'est très agréable. Et tu sais, moi, je suis habitué d'être à ta place et je C'est trouve ça. ça
formidable de ne pas avoir à travailler. Ben, tant mieux. Peut-être pour des prochains podcasts, on sait jamais. Hey, merci beaucoup pour ce voyage dans le temps-là. Puis, tu sais, je veux profiter à la maison, dans votre Internet, dans votre téléphone, dans votre tablette. Vous avez écouté Vrac, vous avez écouté L'Auberge du Chien Noir. Merci du fond du cœur. Ça a été un privilège de faire ça pour vous autres, avec vous autres. Merci beaucoup. Puis les nostalgiques, j'imagine des trucs sur YouTube qui sont disponibles. Ouais, ça, c'est Des l'autre petits affaire. pépins. Ouais, Des fois, un souvenir, c'est meilleur que YouTube. Mais bon, c'est ça. Voilà, ben, bonne écoute tout le monde. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé ça. Puis on se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Peace! Hey, salut tout le monde! FX! FX!